Voilà, ce sera quand même beaucoup mieux avec l'enregistrement. Ouais, Franchement, premier clairement. podcast, j'ai failli faire le coup. On Ouais, lance le ouais, podcast, au bout de 10 mais minutes, je dis putain, j'ai oublié de lancer. tu sais qu'il m'est arrivé un truc un peu similaire il y a quelques années, c'est un peu l'enfer, clairement. Tu t'en es rendu compte à la fin du podcast? C'était pas, enfin, c'est pas que que j'ai oublié l'enregistrement, il y a eu un bug sur l'enregistrement sur la plateforme que j'utilisais et j'ai perdu 40 minutes du podcast, quoi. Merde. Ok. Ouais. Bon, écoute, Ça Nevin, pour le dire à la vas-y. personne en plus, c'est pas top du top, quoi. Bah, surtout que là, en plus, voilà, si la personne prend de son temps pour déjà venir, si c'est compliqué de l'avoir, Exactement. Exactement. surtout si c'est pour se répéter. Bon, écoute, comment tu vas? Écoute, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va également. Ça va très bien. La vie à Belle, il se passe bien? Très bien. Un Super. peu saison des pluies, un peu humide, mais ça va. Ok. Moins froid qu'à Paris en tout cas. Je suis pas à Paris du tout. Moi, je suis en Non, Charente-Maritime. je sais, mais moi je suis parisien, donc je, Tu je co- reviens, tu ouais. reviens souvent ou pas à Paris? Ouais, quand même, ouais. À peu près trois fois par an, ouais, en Ok. ce moment. Donc, tu es Mm. vraiment au moins 6 mois à l'année à Bali. Ah oui, large. Ok. Large, ouais. Mm. Il n'y a pas besoin d'avoir un visa pour y rester? Si, si. Si, si, mais j'ai un visa longue durée là. Ok, bah, c'est cool. Ouais. Bon, écoute, bienvenue déjà sur ce podcast, sur ce nouvel épisode. Tu es officiellement mon quatrième invité sur Only Your Limits. Également, il faut C'est savoir que très non, bien parce que le 4 c'est un de mes chiffres préférés, donc c'est également mon ça chiffre tombe bien. porte-bonheur. Ok, bah voilà. Et il faut savoir que voilà, tu es mon quatrième invité sur Only Your Limits. Only Your Limits, c'est également mon slogan. C'est la devise de l'entreprise. Je trouvais que ça collait très bien avec le nom du podcast. Donc écoute, ça me fait plaisir de te recevoir. Pour commencer, est-ce que tu pourrais déjà te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas déjà dans le milieu du fitness et du sport en général? Alors, je m'appelle Nevin Barnett, je suis coach et cofondateur de la formation Bayesian France. Ça fait un petit peu plus de 10 ans que je coach et ça fait à peu près 7 ans que j'enseigne aux coachs de demain tout le côté éducation sur les sciences appliquées à l'entraînement, à la nutrition, au développement personnel, mais aussi au développement business pour tout dans le fitness. À la base, moi, je suis ingénieur de formation. J'ai bossé à peu près 8 ans dans l'industrie. J'ai bossé dans l'auto, dans l'aéro et dans des consumer products avant de me réorienter en 2016 vers ma passion qui était le fitness, la nutrition. Parce que c'était beaucoup plus enrichissant pour moi d'avoir la possibilité d'aider les gens, ce que j'avais pas l'impression de faire en fait avec mon poste d'ingénieur. Et du coup, j'ai changé de voie, voilà, il y a à peu près 8 ans maintenant. C'était comment le cadre quand tu étais ingénieur? Je veux dire, tu bossais tout seul dans ton coin ou... Alors moi, j'étais principalement ingénieur achat, donc de l'achat technique. Donc, je travaillais quand même beaucoup en relation avec les fournisseurs, avec les équipes de développement aussi, parce on faisait des réductions de coûts sur tout ce qui était nouveaux projets et tout. Donc, non, j'étais pas tout seul dans mon coin, mais j'étais pas forcément avec des gens qui partageaient les mêmes envies, aspirations ou passions que moi. Donc, j'avais toujours l'impression qu'il y avait quand même un fort décalage entre, tu vois, entre moi, comment je voyais la vie et ce qui me motivait dans la vie par rapport aux autres. Enfin, c'était des gens très bien, hein, mais c'est juste on était très différents. Ouais, j'avais toujours l'impression en entreprise d'être vraiment un ovni, quoi. Tu vois, de ramener ma bouffe, de vouloir partir le plus tôt possible pour aller m'entraîner. Enfin, il y avait vraiment un contraste, quoi. Tu vois. Y a personne qui s'entraînait dans ta boîte où tu bossais? Franchement, j'ai fait plusieurs boîtes, hein. J'ai bossé chez PSA au début, quand j'étais expat en Slovaquie, et c'est là où j'ai vraiment commencé à faire de la muscu. Il y avait d'autres personnes qui s'entraînaient, tu vois. Mais après, quand je suis revenu en région parisienne, non. Franchement, il y avait personne qui s'entraînait, il y avait personne qui. Et tu sais, le fitness et le bodybuilding, il y a 10 ans, c'était pas comme aujourd'hui, hein. Les gens ont du mal à voir à quel point ça a changé rapidement, mais il n'y avait pas beaucoup de compétition. La vision du bodybuilding a été vachement péjorative, tu vois. C'était
c'était vraiment un sport de débile. Enfin, tu vois, donc il n'y avait pas autant de gens qui s'entraînaient qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas les fitness parks. Enfin, ça commençait, tu vois, ça s'appelait Montana Fitness à l'époque. Et ça Je savais commençait, pas mais ça. c'était. Ouais, il n'y en avait pas beaucoup, quoi. Bah, tu sais, dans les campagnes, ça n'a pas forcément beaucoup évolué, les mentalités, hein, Ouais, ouais, non, fonction de là où mais je t'es, sais, hein. je sais. Mais, Ouais. ok. Et aujourd'hui, t'as jamais vu un gars qui s'est dit, de là où t'as été, qui s'est dit, tiens, Bayesian, c'est peut-être sympa et je vais peut-être venir me faire une formation et voir ce qu'est devenu Nevin. Et finalement, le fitness, c'est pas si mal et, Ah, tu veux dire d'anciens collègues? ouais, Euh, Non, j'ai pas eu d'anciens collègues qui se sont réorientés. Par contre, j'ai eu des amis de connaissances et j'ai aussi eu des gens qui ont grandi avec moi, par contre. Tu vois, genre des gens d'avant, quoi. Genre période lycée et tout, qui se sont ok. réorientés, ouais. Ouais. Écoute, je te pose cette question de savoir si t'étais seul parce que là où tu bossais dans le cadre avant, bien sûr, on va faire une rétrospective sur ton parcours en partant d'événements marquants. Je referai un petit PowerPoint là-dessus juste après, enfin, juste avant qu'on commence réellement ces questions. J'ai fait une hypothèse sur ce que pouvait potentiellement être ton neurotype. Et j'ai pas poussé non plus très loin la question, mais je me suis dit, euh, je savais déjà un petit peu présenté ce que c'était le neurotypage. Mm. Faut savoir que t'es quelqu'un qui, je veux dire, dans le cadre d'ingénieur, souvent le profil qu'on retrouve souvent, c'est des personnes qui ont un cadre très, très rigide, qui sont très méthodiques et qui avancent étape par étape. C'est un petit peu, enfin, pas parce que le cursus l'impose, mais les mentalités qu'il y a dedans, en tout cas, vu de l'extérieur, en tout cas, moi, c'est ce que je retrouve. Mais à côté de ça, tu es quelqu'un qui, si je me trompe pas, tu es quand même beaucoup le défi, tu t'adaptes relativement rapidement, tu es plutôt, voilà, il y a ce côté sociable, tu sais parler aux gens, tu es plutôt pédagogue, tu sais t'exprimer, et enfin, Je pense que le côté sociable, c'est plus quelque chose que j'ai appris que quelque chose d'inné. En fait, c'est assez intéressant parce que il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que socialement j'ai beaucoup de facilité. Tu vois, quand elles se retrouvent avec moi ou dans un groupe, etc., elles ont toujours l'impression que, ah, mais ça va, tu vois, Nevin, il est à l'aise avec les gens et tout. Mais c'est vraiment quelque chose sur lequel je me suis entraîné, en fait, parce que c'était pas quelque chose qui était facile pour moi. En réalité, j'ai toujours eu un petit peu de mal à comprendre les gens et c'est cette curiosité d'essayer de comprendre, tu vois, les gens, de comprendre leurs réactions, de comprendre leurs échanges et tout, qui m'a forcé d'une certaine manière à trouver un petit peu des stratèges, tu vois, dans ma communication, dans ma manière d'interagir avec les gens pour faire en sorte que ça soit plus évident pour moi, tu vois. Donc, ce qui est drôle dans ce que tu dis, c'est que, bah, en fait, ce qui m'a poussé à trouver le neurotypage très intéressant au départ, c'est exactement la même chose. Je me suis dit, en fait, alors, je vais pas dire que j'avais du mal à comprendre les gens, mais étant plus jeune, j'ai toujours été très curieux déjà par l'humain, très intéressé. Et je me suis dit, c'est quand même fou le nombre de choses qu'on peut comprendre, en fait, finalement, qu'on commence à comprendre ce qui se passe dans leur cerveau, comment réagissent les gens, tout ça. Et après, on peut pousser la chose très, très loin dans les neurosciences. Euh, c'est là où ça devient vraiment intéressant ensuite dans le milieu sportif, le neurotypage. Mais juste cet même aspect que toi, c'est ce qui m'a poussé à aller dans ces directions. Mais juste question comme ça, est-ce que tu es quelqu'un qui, normalement, en temps normal, est bon sous pression? ouais, je pense parce que, ah, encore une fois, je sais pas si c'est quelque chose d'inné, mais clairement, mon parcours scolaire m'a poussé à le devenir parce que c'est vrai qu'en classe prépa, t'as une pression et un volume de travail qui est assez considérable. Même aujourd'hui, tu vois, quand j'y pense, ça me crée de l'anxiété un petit peu par rapport à tout ce que j'avais à faire et que j'avais du mal à m'en sortir. Et, euh, et du coup, c'est vraiment une période qui m'a un peu formé pour tu vois, fonctionner sous pression, essayer d'aller sur ce qui fonctionne, essayer d'être efficient et tout. Et après, je pense que je l'ai gardé. Après, encore une fois, je sais pas si c'est quelque chose d'inné ou si c'est quelque chose d'appris. Mais ouais, aujourd'hui, je peux dire que je fonctionne plutôt bien sous pression, quoi. De toute façon, il y a beaucoup de Même, choses je qu'on... dirais, alors moi, ça, c'est un défaut que j'ai, c'est que parfois, je procrastine certaines choses. Et parfois, tu vois, les deadlines, ça me pousse à être encore plus productif parce que j'ai des trucs à finir, tu vois, sur certaines dates. Et ce genre de pression, c'est vrai que ça me pousse à être beaucoup plus productif, en fait, tu vois, Ok. quand quelque chose arrive.
Parfois, c'est un peu embêtant parce que j'aimerais bien faire les choses un peu plus en avance, mais bon, je fais aussi ce que je peux. C'est aussi cet aspect défi. En fait, je pose juste quelques questions comme ça me dirige un petit peu plus sur mon hypothèse. T'es quelqu'un Mhm. qui prend des initiatives relativement facilement? Alors, comment tu définis une initiative? Est-ce que c'est toi qui prends des directives? Est-ce que c'est toi qui, par exemple, dans un groupe, est-ce que tu es davantage leader? Est-ce qu'en gros, est-ce que c'est toi généralement qui prends les devants? Ou t'attends que quelqu'un d'autre le fasse à ta place? Non, c'est vrai. Bah, je me retrouve dans peu de situations où je dois pas prendre des décisions, en fait, tu vois, Après, aujourd'hui, ouais, le d'une cadre est certaine différent. manière. Comment? Aujourd'hui, ouais, le cadre est différent parce que bah, c'est Ouais, des chefs d'entreprise. Donc, ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, forcément, faut que je prenne beaucoup d'initiatives parce que tout dépend de moi d'une certaine manière. Après, dans un groupe, euh, je pense que je prends le lead, mais je le fais pas de manière trop abrupte, tu vois. C'est-à-dire que j'aime bien que les choses elles aillent dans mon sens ou qu'on fasse ce que j'ai envie de faire. Donc j'essaye de l'amener sans être trop agressif dans la manière où je l'amène, mais c'est vrai que je pense que et les gens aussi ont tendance à me faire confiance parce que je suis quelqu'un de juste. Donc, tu vois, même dans un groupe, je vais toujours penser aux autres et me dire, OK, qu'est-ce qui est mieux pour le groupe, pour les gens avec moi, etc. Donc, les gens finalement ont tendance à me faire confiance ça peut arriver que je sois leader du coup suite à ça, quoi. ok. Je sais pas si ça t'aide un petit peu dans ton Si, analyse, si, en mais fait, moi, en fait, mon hypothèse est déjà après, relativement il est claire, sûr de juste. lui. Après, la meilleure façon de savoir, c'est vraiment de passer un test poussé. Mais Ouais. globalement, il y a des signes qui trompent pas. Tu vois, il y a des personnes, tu les. Par contre, alors, il y a une image que tu renvoies de toi à l'extérieur. Peut-être que c'est quelque chose qui est faux. Du coup, c'est ma dernière question. Ouais. On a l'impression que tu es quelqu'un qui a quand même une routine très précise, qui marche vraiment sur un cadre bien structuré, enfin, bien structuré. Est-ce que c'est le cas? Euh, Je dirais oui et non. C'est-à-dire que j'ai une routine, ça me rassure en fait d'une certaine manière. Tu vois, le fait d'avoir quand même une routine, des choses qui sont bien fixées, mais en fait, ça va dépendre et je me suis pas mal adapté ces dernières années. Tu vois, par exemple, je me suis mis plus sérieusement au surf ces dernières années. Ça m'a forcé à casser ma routine un petit peu. Tu vois, parce que tu surfes pas juste quand tu as prévu de surfer en fait. Tu surfes aussi quand l'océan te permet de surfer. Et Et c'est la un truc que houle tu et tout ça? dois. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, tu dois l'intégrer à ta routine. Et c'est plus vraiment totalement ton choix, tu vois. C'est quand les conditions, elles sont là que tu y vas. Alors oui, tu pourrais ne pas prendre en compte les conditions, mais du coup, tu vas pas vraiment surfer parce que parfois, si l'océan est plat, tu peux rien faire. Mais j'ai quand même un cadre, j'ai quand même une routine, tu vois, genre je me lève à la même heure, j'ai tendance à décomposer ma journée d'une manière assez structurée, tu vois. D'ailleurs, un des outils de productivité que j'utilise le plus, ça s'appelle Motion, donc pour les gens qui veulent Je connais. regarder. Et en fait, c'est un agenda avec de l'intelligence artificielle où en fait ça programme ma liste de tâches en fonction de mon agenda, de ce que j'ai mis, etc. Et ça bouge en dynamique en fonction de ce que je valide et ce que je valide pas, tu vois. Donc j'ai quand même, tu vois, quelque chose qui me permet, voilà, je sais à quelle heure je vais m'entraîner, mais c'est des choses qui peuvent changer, tu vois, c'est des choses qui peuvent être dynamiques, mais c'est vrai que j'ai quand même un cadre qui est assez spécifique, quoi. Mais je pense, un peu comme tout le monde aujourd'hui, tu vois, il y a peu de gens qui vivent sans aucun cadre, tu vois, genre tu te lèves, ah bah, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'en sais rien. Mais, Oh, il y euh, a sûrement des gens, hein. Sûrement. Ouais, ouais, il y a des gens, ouais. Mais du coup, je suis pas sûr qu'ils arrivent à accomplir beaucoup de choses, mais, Mais tu vois, ouais. enfin, globalement, en fait, dans tous les cas, il faut savoir que, il me semblait que c'était une question également que tu me posais la dernière fois. En vrai, Mhm. il faut savoir que de 0 à 8 ans, l'enfant, c'est une éponge. C'est-à-dire, il n'est pas du tout autonome, il est dépendant des autres. La personnalité va commencer à se créer entre 8 ans et jusqu'à 15-16 ans, en fait, l'adolescence. C'est la phase transition. Et on estime généralement après 16 ans que ta personnalité commence à être bien ancrée. Mais c'est quelque chose qui évolue dans le temps, en fonction de ton environnement, tes fréquentations sociales, peut-être ton travail. Tous les facteurs socio-environnementaux vont impacter ta personnalité. Mais globalement,
ta dominante de personnalité, qui est dictée donc par le taux de neurotransmetteurs que tu as dans ton cerveau, si elle est très élevée dans une partie, il y a quelque chose, en fait, tes prédispositions naturelles ne bougeront pas. Voilà, moi je sais que ma dominance qui est en 1B profile clairement naturellement, alors sans prétention, hein, qui est très leader, qui est très grosse capacité d'adaptation et tout. Clairement, tu as quand même beaucoup de traits qui vont dans cette direction, mais tu as également un trait qui vont quand même dans un neurotype 3 qui est plutôt méthodique, qui est plutôt... alors, faut pas prendre tout au pied de la lettre, hein, mais plutôt également anxieux. Globalement, en vrai, c'est deux catégories du neurotype 3 qui le démarquent. Mais moi, clairement, je te mettrais beaucoup plus dans le 1B. Voilà. Après, je Ok. précise que personne ne rentre dans une seule et unique case. On a tous juste des dominantes qui permettent de tirer des- voilà, des approches plus intéressantes. Il faut vraiment garder cet outil-là comme une approche, pas comme l'approche de base, mais vraiment comme un outil qui va être intéressant pour une direction à suivre et qui, pour moi, franchement, quand j'ai fait, parce que pour remettre dans le contexte, pour les gens, j'ai fait Bayesian 2 fois, j'ai fait également Apocalypse Training, j'ai fait la diète flexible, j'ai fait vraiment diète vegan, j'ai fait tout ce qu'il y avait autour. Euh, Ok. Comme je t'avais dit, c'est c'est quelque chose qu'on abordait indirectement et toi, tu étais un petit peu curieux de savoir un petit peu plus sur le neurotypage. Je dis oui, mais il y a des choses qu'on peut pas forcément savoir. Alors, je vais pas m'étaler dessus aujourd'hui parce que c'est pas le sujet, mais Alors, c'était surtout en fait que euh, c'était juste l'individualisation et tu sais, le contexte. Et comme tu disais, tu sais, le fait que tu as quand même une évolution dans le temps en fonction du contexte de vie et des personnes autour de toi et tout, et qui vont forcément t'impacter plus ou moins profondément, quoi. Tu vois. par Euh, contre, oui, tu voulais ajouter quelque chose? non, non, vas-y. Mais voilà, en termes d'individualisation, moi, je voulais poser la question, pourquoi au travers de Bayesian, c'est pas du coup quelque chose, parce qu'aujourd'hui, on commence vraiment à avoir beaucoup de preuves scientifiques qui appuient le sujet, même si, en plus, c'est marrant, c'est un réel que je vais sortir début d'année prochaine sur pourquoi le neurotypage est encore si loin, surtout en France. Alors, ça commence vraiment à avoir pas mal d'appui, mais en termes d'individualisation, mais c'est une clé qui a une puissance derrière. Enfin, je veux dire, on se base quand même sur les neurosciences, en fait, sur comment fonctionne le cerveau. Pourquoi c'est pas quelque chose, une direction que vous vous êtes déjà dit, ce serait peut-être intéressant à creuser dans Bayesian, je veux dire. Bah, ce qui est sûr, c'est que dans Bayesian, on doit toujours avoir des directives et un parti pris, en fait, d'une certaine manière, tu vois, par rapport à ce qu'on enseigne aux élèves sur comment ils vont pouvoir, eux, l'appliquer par la suite. Tu vois. Ok. Aujourd'hui, enfin, tu as fait Bayesian, tu as vu que c'est déjà très dense, Ah qu'il oui, y a c'est très beaucoup de complet, ouais. choses à apprendre et que, en fait, plus tu complexifies l'individualisation, bah, plus tu rajoutes du contenu et potentiellement, il faut aussi faire des choix sur ce qui va avoir le plus d'impact sur la professionnalisation des élèves et leurs résultats par la suite. Et je pense que, tu vois, le neurotypage, il peut avoir sa place, mais je pense que c'est secondaire d'une certaine manière après avoir appris tout le reste. Donc toi, aujourd'hui, tu es dans une situation où tu as toutes les compétences théoriques et tu peux regarder un petit peu plus loin sur comment appliquer le neurotypage pour améliorer ton coaching, tu vois. Donc tu es déjà à un niveau supérieur à la personne qui arrive dans Bayesian, en fait. Donc et aujourd'hui, par exemple, moi, ma question, c'est comment tu appliques le neurotypage dans ta programmation, dans ton coaching, dans tes suivis, tu vois? Parce que Euh, tu me dis, tu as des différences énormes. Du coup, c'est plus au niveau de l'adhérence client, au niveau Parce que la programmation en soi ne va pas différer d'un client à l'autre par rapport à son neurotypage. On est d'accord? Non, sur le point de base, et oui, d'une autre manière, mais après, en fait, tout dépend le contexte si on sort du cadre de la musculation pure. Mais en fait, enfin, la question que je te posais, c'était juste une question purement personnelle, hein. Ouais. J'ai ma liste de questions que je voulais poser à Nevin depuis des années. Non, bah, Euh, je te dis, le truc, c'est qu'aujourd'hui, je pense que c'est difficile pour nous de le simplifier et d'avoir des directives claires à donner et que ça puisse vraiment faire une différence en termes d'accompagnement par rapport au niveau des élèves, tu vois. ok. Peut-être, tu vois, si on avait
Potentiellement, si on y voit l'intérêt, ça serait quelque chose qui pourrait être complémentaire, tu vois. Peut-être une programmation spécifique après Bayesian, tu vois, genre un module complémentaire ou quelque chose comme ça. Mais là, tu vois, on a déjà 10 mois de cours maintenant. Il y a beaucoup d'élèves qui se plaignent de la densité et des quantités d'informations, etc. Donc, on est déjà en train de retravailler sur tout ça pour d'une certaine manière, simplifier l'apprentissage et tout. Euh, mais ouais, je pense que Bayesian, on a beaucoup de choses, mais il y a encore plein de choses à incorporer. Et là, tu vois, par exemple, on est en train de développer tout un module biomécanique appliqué qui va être extrêmement complémentaire de Bayesian. Donc, il y a des trucs qu'on fait évoluer et on essaye de faire évoluer en choisissant ce qui, à notre sens, a le plus d'impact aujourd'hui pour le développement des élèves. Mais tu vois, ça peut très bien arriver d'ici quelques mois, quelques années, qu'on intègre ça à Bayesian, tu vois. Ok. Et pour répondre à ta question, du coup, que tu m'as posée juste avant, et après, on va officiellement commencer dans le sujet que je voulais aborder. Mais c'est quand même intéressant d'aborder également enfin, ce genre de sujet. Le neurotypage, en fait, ça a beaucoup de directions, mais principalement, c'est ça. C'est l'adhésion et le respect au programme. C'est la communication avec les gens. C'est également un gros aspect de motivation sur le long terme. Enfin, tout ça, en fait, d'une certaine manière, c'est lié, mais également, après, si on sort du cadre de la musculation pure, on est vraiment sur une autre direction qui est vraiment plus sur la préparation physique, sur toute discipline confondue. C'est-à-dire, il y en a. Et tu vois, excuse-moi de te couper, mais tu vois, par exemple, par rapport au type du coaching que tu présentes, c'est de l'ultra-individualisation, tu Ouais. vois. Et déjà, le nombre de personnes qui n'arrivent pas à ce niveau de coaching, parce que c'est des coachings où forcément tu passes beaucoup de temps avec la personne, et c'est-à-dire que tu dois avoir des niveaux de rémunération qui sont élevés par client, parce que ton temps, il est limité, tu vois. Mm. Donc, c'est aussi des choses à prendre en considération. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire du coaching en investissant 1 heure par semaine pour leurs clients, tu vois, et ça, c'est pas des choses qu'ils peuvent intégrer d'une certaine manière. Donc, Non. c'est un peu du coaching élite, tu vois, quand tu arrives à ce niveau de personnalisation. Et voilà, en gros, après, si. En fait, ça donne ensuite beaucoup de directives sur l'entraînement, sur la nutrition, sur comment en fait optimiser si, bah, leur fonctionnement enfin, naturel. Et voilà, en termes de préparation physique, c'est quand même super. En fait, si j'entre dans les détails, je vais vraiment passer 2 heures dessus. Mais voilà, on est vraiment sur de la spécificité dans l'entraînement, spécificité dans la nutrition, même sur, comment dire, enfin, globalement, ça va loin. Voilà. Écoute, si ça t'intéresse, je pourrais vraiment t'envoyer une fiche dessus. Voilà, moi j'ai pas mal d'outils en tout cas qui vont dans ça. Et c'est un sujet en tout cas qui a beaucoup également intéressé Michael que tu connais, qui a bossé avec Sylvia Tassa pendant que Oui, c'était ouvert. ouais, je vois, ouais. Mickaël qui était mon coach qui me suivait pendant ces 6 derniers mois parce que j'ai fait Ok, l'entreprise de Sylvia m'a suivi. Maintenant, Mickaël a rouvert du coup sa propre entreprise là-dessus. Et, euh, et voilà, j'y pensais en fait à ça, c'est pour ça. Ok, écoute, et c'est d'ailleurs en plus avec lui qu'on a eu l'idée. En fait, on s'est dit, tiens, si je lance un podcast, ce serait intéressant, mais quel type de personne avec qui je peux échanger? Et en fait, tu as été une des premières personnes qui nous est venue en tête à tous les deux. Il m'a dit qu'il échangeait avec toi. Et je dis, ouais, franchement, ça pourrait être super sympa. J'ai fait 2 fois Bayesian, toi aussi, tu as fait Bayesian. Et en fait, j'étais le seul d'ailleurs dans la promo de Sylvia qui avait fait Bayesian. Donc, c'est beaucoup ok. retrouvé sur plein de sujets. Ah, c'est Et marrant voilà. parce qu'il y a quand même beaucoup d'élèves qui sont passés avec Sylvia. Ouais, Et globalement, voilà, j'avais oui dire de vos projets, fut un temps. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup également, ok. les Top. idées, même si ça, pour l'instant, c'est mis de côté. Écoute, pour revenir à notre podcast et au sujet même, l'objectif aujourd'hui, ça va être d'explorer ton parcours, mais en abordant en fait la manière différemment. J'ai pas envie juste de dire, tiens, durant mon enfance et durant l'école, j'ai fait ça et ça. J'ai envie qu'on parle des événements marquants dans ta vie, qui t'ont forgé, qui ont forgé ta résilience, qui t'ont fait te dépasser et clairement sortir de ta zone de confort, et qu'on parcourt tout cet aspect émotionnel, qui t'ont construit petit à petit pour en arriver là où tu es aujourd'hui.
Ok. Et souvent, quand on découpe de cette Maintenant que je suis manière-là, neurotypé, comment? maintenant que je suis neurotypé, on peut partir, c'est ça? Maintenant, en fait, ce qui est intéressant quand on remonte ça, c'est qu'au fur et à mesure des années, on se rend compte que, enfin, moi, sur les 3 premiers podcasts que j'ai faits, parce que là, enfin, ce que les gens font aujourd'hui, c'est tellement d'une suite logique de leur parcours. Je pensais surtout à Sylvia quand je dis ça, parce que ce qu'elle fait aujourd'hui, vu qu'elle a fermé LSA et qu'elle se réoriente totalement. Mais quand je vois son parcours, je me dis c'était évident de savoir que, alors pas que ça allait pas tenir, parce qu'il y a un potentiel énorme qu'il y avait derrière LSA, mais que, en fait, sa place, elle est ailleurs. C'est pas en tant que coach, elle n'a pas le rôle d'un coach, mais elle a énormément de potentiel sur d'autres choses. Et en fait, ce que je me dis, ce qu'elle souhaite faire aujourd'hui, je comprends totalement. Et je dis ça parce que durant le podcast, elle a fait une exclue, vu qu'elle est en pleine phase de transition professionnelle. Pas au sujet, hein. Je veux dire, je parle pas de pronoms ou quoi que ce soit, mais voilà. Et c'est exactement aujourd'hui ce que j'ai envie de faire avec toi. Bah, ça tombe bien parce que j'ai un nouveau projet à annoncer. Donc, en fonction de quand est-ce que sort le podcast, tu peux J'essaie de être dans la confidence. sortir tous les 15 jours un nouveau podcast. Donc, c'est probable qu'il sorte d'ici milieu décembre. Oula, C'est ça risque d'être un peu tôt. une On semaine, verra. 15 jours. On verra. C'est Vas-y, toi qui je vois. te laisse enchaîner. Si tu veux lancer un projet, moi, ça me fait juste une exclue, hein. Écoute, si on monte dans le temps, tout dépend après si tu as plusieurs événements qui te viennent en tête ou si tu en as un seul. euh, Quel a été l'événement marquant l'un des événements marquants les plus difficiles de ta vie que tu as pu traverser? On en avait parlé ensemble quand parce qu'on s'est fait un petit coup de téléphone avant de faire le podcast. Et c'est vrai que un des trucs qu'on avait identifié, c'était mon accident de parachute en 2018, Hmm. qui est clairement un point marquant, un tournant dans ma vie qui a changé plein de choses pour moi, tu vois, côté personnel, vision générale, mon approche de l'entraînement. Enfin, il y a plein de choses qui ont shifté à ce moment-là. Euh, et je dirais que ça a été un moment difficile. Après, il y a eu d'autres événements marquants, tu vois, dans ma vie, mais pas avec autant de difficultés, on va dire, tu vois, qui ont été suite à cet accident, quoi. L'échelle de gravité, c'est toi qui l'estime. Dis-toi que juste avant, j'avais eu Damien Noël sur le podcast. C'est un coach business, un préparateur mental. C'est un ancien athlète de haut niveau en BMX. Il faut savoir qu'il lui arrivait des événements horribles dans sa vie, qu'il a totalement bien, enfin, pas bien vécu sur le coup, ça a dû être très dur, mais il a très Hmm, vite relativisé dessus, alors qu'il y a des choses qui sont plus lambda, qui ont été très marquantes pour lui. Donc si hmm. tu estimes que toi, il y a d'autres choses qui avant ça te sont arrivées et que tu souhaites parler, je suis un peu ton psy aujourd'hui. Allonge-toi. Ouais, ouais, mais je te dis, je pense qu'il y a eu plusieurs événements dans ma vie, forcément, mais après, tu vois, je suis pas quelqu'un qui se plaint, je suis pas quelqu'un je suis pas du tout dans la victimisation, donc j'ai plutôt tendance comme Damien, j'imagine, à relativiser et à rationaliser le truc et à essayer d'avancer le plus possible. C'est plus quand, tu vois, genre par exemple avec l'accident, la différence, c'est que il y a des choses qui me sont arrivées ou des actions que j'ai faites suite à cet accident qui étaient un peu inconscientes, tu vois. Et c'est là où je me suis rendu compte de l'impact du truc, tu vois. Quand tu fais des choses que tu n'aurais pas faites en temps normal et tu te reconnais pas, tu vois, c'est là où tu dis, ah ok, là ça m'a vraiment impacté parce que ça m'a euh, ça m'a carrément fait faire des trucs qui sont pas normales, tu vois, ou des émotions que tu n'avais jamais eues ou des choses comme ça, tu vois. Donc, plutôt par rapport à ça. Vu que tu les as sur le bout de la langue, là, avant, je voulais aborder d'autres choses avant, mais écoute, je vais te dire, bah, qu'est-ce que tu entends par là? Euh, Bah, par exemple, ça a eu un impact. Bah, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'accident il m'est arrivé, donc c'était août 2018, ça faisait même pas un an qu'on avait lancé Bayesian, puisqu'on l'avait lancé en septembre 2017. Donc bon, on était à peu près sur la même période, ça faisait un an.
Donc, ça veut dire que j'avais, tu vois, démissionné de mon poste d'ingénieur et que j'avais relancé, enfin, tu vois, que j'avais lancé une activité avec Antoine et et qu'en fait, bah, j'avais mis tous mes œufs dans le même panier, tu vois, en termes d'efforts, en termes de futur, de m'investir dans le fitness, quoi, tu vois, genre le truc qui me faisait kiffer. Et là, je me retrouvais alité, j'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas à rester assis, j'avais mal, j'avais les médecins qui me disaient que, bah, en gros, c'était un peu fini pour moi, tu vois, l'activité physique. Grosse période de dépression, en fait, de remise en question, d'essayer de me... Première fois, tu vois, que j'ai vraiment ce besoin de comprendre que je ne suis pas mon corps, tu vois, d'une certaine manière, tu vois, c'est un peu cette dissociation de personnalité, d'ego. Euh, et ouais, c'est très dur psychologiquement. Je pense que tout sportif qui a vraiment eu une blessure comme ça, avec des aspirations, sait de quoi je parle, tu vois, c'est des moments qui sont très difficiles. Après, il y en a qui arrivent à passer au-dessus, tu vois, ou arriver déjà à se projeter vers la récupération. Moi, j'étais vraiment, genre, j'étais tellement mal que c'était compliqué. Compliqué par rapport à mon image sur les réseaux et tout, tu vois, parce que je me voyais je voyais me dégrader aussi, tu vois, physiquement. Et je savais que ça allait avoir un impact sur mon image, sur mon personal branding et tout, tu vois. T'étais impacté par l'image que tu pouvais avoir dans le fitness? Enfin, sur les réseaux, dans le game en général même? Ouais, de fou, ouais. Ok. De fou. Alors après, j'ai toujours été très, comment dire, euh, comment tu dis en français? Touché par le... Réaliste. J'ai toujours été très réaliste vis-à-vis de mon physique par rapport au reste des gens dans le fitness français, tu vois. Hmm. J'ai clairement pas un physique hors norme. Je suis un mec qui s'entraîne dur, mais avec une génétique moyenne basse. Et du coup, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, tu vois. Mais, C'est un plaisir partagé. mais euh, bah, le truc, c'est qu'en plus, quand tu peux pas t'entraîner dur et faire attention à ton physique, bah, tu passes d'un physique moyen à un physique dégueulasse, quoi, tu vois. Sous, et le problème, c'est que les gens, ils ont toujours du mal sur les réseaux à dissocier l'expertise de quelqu'un et son physique, tu vois. C'est quelque chose enfin, c'est une association que tout le monde fait. Et en gros, c'est pour ça que les gens font des confiances souvent aux gens qui ont des gros physiques, mais pas forcément les connaissances ou les trucs comme ça, parce que ils partent du principe que si tu as un gros physique, c'est forcément que tu sais, tu vois. Alors qu'en réalité, C'est pas Alors que c'est pas celui qui a les plus gros bras qui donne les meilleurs conseils. bah, le truc, c'est que si tu as des gros bras, tu fais forcément quelque chose de bien, tu vois. Tu vois, tu t'as pas des gros bras par hasard. Mais le truc, c'est que la génétique, l'utilisation de produits dopants, ça va aussi avoir un impact, tu vois. Donc, pour moi, tu vois, les gens qui décrédibilisent complètement les gros physiques parce que génétique, parce que produits dopants, voilà, enfin, ça n'a pas de sens non plus parce que le mec, il fait forcément quelque chose de bien. Est-ce qu'il comprend ce qu'il fait et est-ce qu'il peut l'appliquer et le transmettre? Ça, C'est c'est ça autre chose, tu vois. c'est là que je voulais en venir, ouais. Ouais. Mais par contre, clairement, bah, il n'est pas arrivé là par hasard, tu vois. Hmm. Forcément, il a fait ses curl biceps, tu vois, il a fait ses exercices, il s'est poussé à l'entraînement et tout. Donc, il y a quand même plein de composantes que cette personne maîtrise. Mais après, tu vois, genre, tu parlais de pédagogie tout à l'heure, ça ne veut pas forcément dire qu'il est pédagogue ou qu'il peut transmettre ou même coacher quelqu'un à arriver au même résultat. Et la réalité, c'est que quand tu vois souvent ces gens-là, bah, les gens qui coachent, ils sont rarement à leur niveau, tu vois. Hmm. Pourquoi? Voilà, là, c'est là où tu peux te poser la question. Si tu connais tout, pourquoi les gens que tu coaches, ils sont pas comme toi, tu vois? Et C'est qu'il y beaucoup, a quelque chose. et beaucoup se voilent Mm. la face en pensant que c'est totalement atteignable et réalisable alors qu'ils n'ont pas du tout les mêmes outils en main. Ou même, C'est ça. voilà. Ouais, c'est ça, c'est clair. Donc, ouais, ouais, clairement, l- tu vois, quand tu te compares et tout aux autres sur les réseaux sociaux, bah, c'est dur, tu prends un peu une claque, quoi. Donc, ouais, Attends, 30 secondes. vas-y. Moi, dès qu'on change de Mauvais saison, timing. hein? Mauvais timing pour moi. Mais moi, j'ai une équitation qui roule toute l'année, mais dès qu'on change de saison, c'est fini, hein.
Euh, et en fait, enfin, là où je voulais, en fait, la question là où je voulais en venir, c'était dans la direction que tu es parti. Et c'est est-ce que le regard des autres t'a toujours affecté? En dehors même du fitness, est-ce que le... Alors tout à l'heure, on parlait un peu de leur avis, mais l'image que tu as de toi envers toi-même, est-ce que, je veux dire, est-ce que c'était la première fois que tu te remettais vraiment en question sur ce côté-là? Euh, non, mais non, je pense que bon, je pense qu'on est tous, tu vois, les gens qui disent non, je me compare pas, etc. C'est du mensonge parce que notre cerveau fonctionne comme ça, tu vois. Il fonctionne par élément de comparaison. Par exemple, si je te dis est-ce qu'il fait froid chez toi, tu vas pas me dire oui, il fait 6 degrés, tu vois, genre en sortant la langue de ta bouche et en me disant exactement le degré, tu vas me dire bah il fait moins froid que dehors ou il fait moins froid qu'hier, tu vois. Genre c'est un élément de comparaison en fait que tu Hmm. fais à chaque fois. Euh, et du coup, c'est pour ça que s'exposer aux réseaux sociaux, c'est forcément prendre un risque parce que même si tu dis non, mais je me compare pas parce que je sais que c'est faux, que machin, etc., tu te compares quand même en fait, tu vois. Genre, tu peux pas te truquer le cerveau pour te dire non, je me compare pas, je suis plus fort que ça et tout, parce que c'est ce que ton cerveau fait. Donc ouais, forcément, je me comparais. Après, j'ai eu aussi, désolé maman si t'écoutes ce podcast, mais ma mère, elle avait tendance à toujours me comparer quand j'étais petit, tu vois. Genre par exemple à l'école, c'était ouais bah t'as pas fait aussi bien qu'un tel ou tu vois genre ah bah un tel il fait ça et pas toi, pourquoi pas, tu vois, ou des trucs comme ça. Et du coup, ça m'a quand même, je me rends compte, impacté quand même pas mal et toujours me trouver un petit peu inférieur aux autres, tu vois, par rapport à ce que je faisais. Et c'est clairement un travail que j'ai dû faire pas mal par la suite, tu vois, pour un peu pallier à ça, quoi. Si c'est pas indiscret, ils ont quel âge tes parents? Ils m'ont eu assez tard, donc là, ils ont 73 et 72. Ok. J'allais dire, est-ce que c'est une question de génération où tous les parents sont comme ça? Parce que j'ai l'impression qu'on a tous connu la même chose. De se faire Toi, t'as comparer. connu ça aussi? Ah, toi, t'as eu 12? Ouais, il a eu combien, machin? 15? Bah, pourquoi toi, t'as pas eu 15? Ouais, Voilà. je sais pas, je sais pas. Et mais Après, tu sais, on c'est pas apprend que pas mal de trucs sur. Ouais. c'est pas que moi, c'est vraiment en fait, enfin là où moi j'ai grandi, bah, tous les élèves étaient pareils, les parents se faisaient comparer. Cet aspect de comparaison, en tout cas, c'est quelque chose qui est très souvent revenu dans mon entourage. Et parce que Euh, c'est humain, en fait. ouais, mais tu vois, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose que je vois moins. Après, peut-être parce que je suis plus à l'école, en tout cas en termes. Et moi, je ne me vois pas l'appliquer, en tout cas, si un jour j'ai des enfants de cette manière-là. Après, je m'intéresse beaucoup aussi à l'éducation, mais je sais pas. Je vais pas m'étaler sur En un fait, sujet que je maîtrise pas. le problème, c'est que c'est pas une comparaison qui est juste, tu vois. Dans le sens où tu compares juste les capacités académiques d'un enfant. Mais il y a plein de choses. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu as un système éducatif qui est comme ça. Parce que en France, ils estiment que c'est le meilleur moyen d'éduquer les enfants et que c'est le meilleur moyen de définir un bon élève et un mauvais élève et que ça va être lui donner les meilleures chances plus tard dans la vie. Mm. Bon, ça, c'est un peu mon côté complotiste, mais la réalité, c'est que le gouvernement, ils veulent que tu fasses un taf, Pas que utile tu pour le payes tes système, et taxes voilà. et que tu fermes ta gueule. Ça, clairement. Parce que quand tu vois comment l'entrepreneuriat, c'est pas facile en France, une fois que tu y as goûté un petit peu, tu as vite compris que c'est clairement pas ce qu'ils veulent que tu fasses. Euh, Là, j'ai une petite aparté, mais j'ai regardé une vidéo YouTube hier qui critiquait un petit peu les systèmes tu sais, les licornes françaises, là, les startups et les investissements que les startups françaises ont reçus et tout. Mm. Et vraiment, il y avait un commentaire sur YouTube et qui résumait tellement le truc, c'est la politique française, c'est subventionner les entreprises qui marchent pas et taxer les entreprises qui marchent, tu vois. Genre, quand j'ai vu ça, je fais, mais c'est exactement ça, mais bref, je fais une aparté. Et du coup, le problème par rapport à la comparaison, c'est que tu vois, genre, bah, ma mère, quand elle me comparait, il n'y avait pas genre, ouais, mais est-ce que tu vois mes capacités sociales ou mes capacités à résoudre des problèmes ou mes capacités à, je sais pas, tu vois, faire d'autres choses, en fait, c'était que bah, forcément les notes scolaires. Alors oui, on va me dire, ouais, mais tu vois, il y a du français, il y a des trucs, donc c'est multidiscipline et tout. Mais c'est quand même, tu vois, le système, il est le même. C'est, t'apprends quelque chose, tu le régurgites. Si tu savais, en vrai, ce débat, il faut savoir que l'école, pour moi, c'est une grande histoire d'amour-haine. C'est quelque chose qui était très marquant dans ma vie. Euh,
Et c'est un peu d'ailleurs le combat aussi de ma vie. Au travers de ce que je fais dans la Horde, il y a quand même aussi un gros lien avec l'éducation. J'ai vraiment donné du pouvoir Annonce-toi, aux gens. David, ça va bien se passer. J'essaie vraiment de donner du pouvoir aux gens avec un maximum de connaissances et j'ai vraiment beaucoup de projets qui vont dans cette direction. Mais je rejoins totalement là-dessus. Quand tu dis complotisme, c'est même pas un complot, hein, c'est un fait. En fait, à l'école, surtout, on valorise beaucoup l'aspect compétition, alors qu'au lieu de l'aspect connaissance et savoir. En France aussi, c'est pareil, on a deux systèmes d'apprentissage qui sont beaucoup sur. Et surtout, enfin, dans le système scolaire, t'as pas du tout de pratique, par exemple, tu vois. Voilà. Alors C'est que, c'est que, c'est que des capacités cérébrales de mémorisation et de retranscription, en fait, tu vois. alors que tu Donc, regardes. oui, c'est bien pour certaines capacités, mais pas pour tout, en fait, tu C'est vois. ça. Et en fait, là, on va dire, ouais, c'est comme comparer la capacité d'un poisson à monter à l'arbre. Tout le monde connaît un peu cette métaphore-là. Mais Ouais. voilà. Tu regardes juste les systèmes d'éducation en Finlande, alors qu'il y a encore même des systèmes encore plus développés que ça. Ils ont 8 systèmes d'apprentissage, ils comprennent. Le rôle d'un prof, il dit pas, c'est pas de dire un cours et tout le monde écoute et applique, c'est on s'adapte à chaque élève. On comprend les besoins Et de regarde au chacun. Japon, par exemple. Au Japon, il y a pas de femme de ménage ou quoi que ce soit. Voilà, Je sais les pas si, enfants font ça à si tu l'école. savais ça. Oui, C'est ça. C'est-à-dire qu'ils apprennent à la fin des cours, tout le monde range, nettoie, tout, tu vois, cure les chiottes, etc. Tu vois. Et c'est pour ça que le Japon, c'est si propre. Parce que quand tu mets quelque chose par terre, les gens, c'est pas genre, ah bah c'est pas à moi, j'y touche pas. C'est non, c'est normal en fait. Tu vois. Genre les gens, ils viennent, ils prennent le truc et tout. Ce qui se fait pas, c'est de déposer un truc parce que c'est à toi de le mettre dans la poubelle. Mais s'ils le voient, ça reste pas 5 minutes en fait. Les gens, ils vont le prendre et ils vont le mettre à la poubelle, tu vois. Parce que c'est ce concept social. Tu vois, ça, c'est des choses en France qu'on n'a pas, tu vois. Et ça peut montrer par exemple du leadership, du management des tâches. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça mm, qui pourraient être testés via quelque chose comme ça. c'est sûr. Et en plus, c'est marrant ce que tu viens de dire là. C'est par exemple celui qui dit, tiens, quelqu'un qui jette. Tiens, après, c'est un peu les trois types de personnes qu'il y a dans la vie. T'as le rôle de celui qui jette, t'as celui qui va regarder en mode tiens, c'est pas moi, et t'as l'autre, le sauveur, qui va ramasser pour jeter à la poubelle, tu vois. C'est les Ouais. trois types de personnalités qu'on a. Mais bon, c'est fin de la partie aussi. Écoute, à partir du moment où t'as attrapé du coup, ton accident, juste avant ça, comment ça se passait dans ta vie? Quel type de personne est-ce que t'étais? Avant l'accident? Oui. Est-ce que tu veux repasser un petit peu ton parcours global avant que ça se passe? Juste avant, en fait, que ta vie bascule Euh, du jour au lendemain, quoi. ouais, je sais pas si. Ah, c'est difficile de se définir, tu sais, en tant En que fait, j'ai personne, j'ai tu pas vois. forcément envie que tu remontes sur tout ton parcours. Et j'ai envie de te dire, avant que du jour au lendemain, ta vie bascule et que tu dises, bah, en fait, ce sera plus jamais pareil. En fait, comment t'étais, comment ça se passait ta vie, qu'est-ce que tu faisais, c'était ça. Bah, Écoute. en fait, le truc, c'est que je me suis pas. Tu sais, quand l'événement il arrive, tu te dis pas, ah bah, c'est l'événement qui va faire basculer ma vie, tu vois. C'est un truc que tu regardes de manière rétroactive quelques mois après, quand on sort un petit peu, tu vois. Mais quand t'es dans le dur, tu te concentres un petit peu sur ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Avant l'événement, bah. J'avais toujours cette course à être, enfin qui m'est restée même après l'accident, hein, mais j'avais toujours cette course à être sec, tu vois, genre pour que ça sorte bien sur les photos, pour que ça sorte bien sur les vidéos. Donc je n'acceptais pas de reprendre un peu de gras et tout, parce que sinon j'avais l'impression que ça allait pas le faire. Encore une fois, problème d'image. Euh, Parce que je voulais pouvoir enlever mon t-shirt et faire des photos ou des trucs comme ça. Donc c'était un peu cette course-là avant concernant ma pratique et mon alimentation. Donc un peu le yo-yo je reprends un peu de gras parce que j'essaye de pousser la progression et je redescends et je refais un déficit calorique pour être sec à nouveau. Ensuite, professionnellement, bah, c'était super, un gros boost pour nous, tu vois. On avait lancé une activité, ça marchait plutôt bien. On était super content de ce qu'on avait mis en place et de ce qu'on pouvait faire et tout, et ça nous motivait de ouf, tu vois, de pouvoir gagner notre vie grâce à notre passion. Donc, C'est ouais, justement ce que j'allais te demander, en fait, c'était quoi tes ambitions à ce moment-là? C'était Bayesian. ouais, clairement, 100%. Et qu'est-ce qui serait passé si 100%. Bayesian ça n'avait pas marché? Euh, Parce que vous avez vraiment mis de corps et âme pendant au moins une bonne année, voire plus, pour que ça. ouais, ouais, plus, ouais. Euh,
Qu'est-ce qui serait passé si Bayesian, ça n'avait pas marché? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je me serais peut-être, j'aurais peut-être mis les bouchées doubles sur le coaching plutôt, tu vois. Ok. Parce que j'ai continué à coacher hein, toutes ces années. C'est juste que bah, j'ai limité en fait le nombre de personnes que je coachais parce que fallait que je puisse équilibrer en fait le coaching et le développement de Bayesian. Donc je pouvais pas être corps et âme sur le coaching. Euh, ouais, je pense que ça aurait été comme ça. Après, je sais pas. Je sais pas. En plus, enfin, d'un côté, en termes de timing, ça pouvait pas ne pas marcher, tu vois. C'est ça qui est fou, c'est que quand tu regardes en arrière, c'était le bon moment. Enfin, les planètes étaient alignées, quoi. Mais C'était, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire qu'en fait, en France, ça commençait à. Il y avait une demande qu'en fait, qui était croissante. C'était vraiment ouais, le moment où se dire faut qu'on débarque, quoi. ouais, Et aujourd'hui, ouais, Bayesian, franchement, c'est numéro un en sciences de l'entraînement et sciences de la nutrition, quoi. ouais, on est arrivé vraiment au bon moment et tout, et ouais, bon timing. Comme tout dans la vie, d'une certaine manière. Je pense une grosse partie. Il y a toujours une partie de. Oui, de bad timing, en fait, comme tu allais dire. Et une partie de travail. C'est juste entre deux, entre les deux. Et en fait, j'ai une question qui me vient, mais je la poserai plus tard parce que ça sort du contexte. Oula, tu, tu tends vers du 3 là, en termes de neurotypage, David, parce que là, tu étais trop méthodique, là. Pas du tout. Un neurotypage 3, c'est quelqu'un qui suit sa structure et qui bouge pas. Ah non, excuse-moi, oui, Ah non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Autant pour moi. Et moi, je sais que j'ai plein d'idées qui fusent en fait sur ce que tu dis. Donc, en fait, le fait d'avoir une structure à côté de moi, genre ta tête Bah est oui, là, non, moi mais je suis. c'est ça que je dis. C'est que si tu étais neurotypage 3, tu es méthodique et structuré. Oui. Mais en fait, c'est quelqu'un qui sort pas du tout de son truc parce que sinon il perd son Bah, moyen. ah, ok. Alors, je disais pas, moi, je suis pas aussi loin que toi, mais Moi, je te disais que tu voulais pas sortir de ton questionnaire là, en parce fait, que, moi, en fait, quand je dors une question, j'entends ce que tu me dis, j'ai plein de petites portes qui s'ouvrent dans ma tête. bah, je sais, et c'est pour ça. Capacité d'adaptation, part en freestyle, c'est pas grave, on reviendra. Eh bien, écoute ma question du coup. Et cette phrase en plus, c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'a dit. En fait, j'y pense là maintenant que j'ai repris la phrase de quelqu'un. Ce qu'a dit, comment elle s'appelle? Amandine Qui Léger ça? sur ton podcast, Ok, que j'écoute en ce moment d'ailleurs. j'adore. J'adore Elle a dit, Amandine. en fait, j'y repense, elle a dit exactement cette phrase. J'ai plein de petites portes qui s'ouvrent quand je pense à un sujet. J'allais dire, en fait, c'est aujourd'hui, où est-ce que tu vois l'avenir de Bayesian? Enfin, que vous voyez, parce que vous êtes quand même une dizaine dans l'équipe, Je vois quoi? l'avenir de Bayesian. Euh, C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense qu'on va annoncer quelques trucs d'ici peu. Peut-être des. Je pense qu'on est en train de travailler sur un remaniement de Bayesian d'une certaine manière. Je te disais, un peu les méthodes d'apprentissage, sur la manière de délivrer le produit, en fait. Tu vois? Donc, je pense qu'on va faire une sorte de Bayesian un peu 2.0, tu vois, Parce que, d'ici peu, quoi. en plus, il y a quelque chose qui est génial que j'avais jamais vu avant de suivre une formation, c'est que le premier chapitre de Bayesian, c'est clairement expliquer, mais en fait, comment bien apprendre. Pensez par vous-même, remettez tout en question. Waouh. Ouais. Franchement, ça m'a tellement marqué que quand j'ai sorti mes prestations, en fait, moi, chose qui fait partie de mes prestations, c'est comme, en fait, il y a un e-book qui est fourni avec, où j'ai aux gens, c'est pour vous. Il y a des parties qui sont essentielles dedans, comme à suivre, mais le reste, c'est pour vous, c'est de la connaissance, c'est des applications pratiques, tout ça. Mais je Dès le pense que début, c'est très important, tu vois, comment? d'éduquer dans son coaching, quoi. C'est très important. C'est ça. Et le livre, il ferait 225 pages, et c'est pas, oui, oui, C'est c'est un pas. malade. Et j'ai essayé de Le mec, il vulgariser avec les des vidéos. assassine le premier jour. Et c'est un outil pratique, en fait, parce qu'il y a des liens de partout. Et je me suis dit, au début, j'ai fait une préface de 2 pages et j'ai voulu mettre dedans, en fait, exactement la même chose en disant pensez par vous-même. Remettez en question ce que je dis. Si vous avez des doutes, revenez vers moi. Voilà, c'est vraiment, enfin, ça m'a vraiment plu et Alors, parlé ce que combien vous de avez. personnes lisent tout le bouquin, alors, du Bah, en fait, coup? on a créé 2 parties pour ça. On a créé une partie livre sur l'espace personnel, s'ils veulent le lire comme un livre, ou Ok, sinon, c'est un outil pratique qu'ils peuvent avoir en e-book téléchargeable. Et il y a des liens de ok, partout. C'est-à-dire, en gros, ils disent, tiens, je veux une information, je vais sur telle partie, je la lis. ok. Voilà. Très stylé. Mais très important, je pense, tu vois. Mais Les gens, ils j'essaie vraiment de sous-estiment le, le côté éducation dans le, de le dans le coaching condenser. parce que. Ouais, vas-y. Non, vas-y, vas-y.
Tu sais, il y a beaucoup de coachs qui ont peur de les rendre trop autonomes, en fait, tu vois. C'est le but. Et après de perdre leurs clients alors que ça marche pas forcément comme ça, quoi. Bah, c'est aussi le paradoxe. Tu vois, c'est comme plein de choses. Moi, si je pars de ce principe, si je me dis neurotypage, j'aimerais quelque chose que ce soit vraiment une approche très en avant. Sauf qu'ensuite, je me dis, ouais, mais si tout le monde en parle, c'est quoi ma valeur ajoutée? Même si j'ai plein de. Mon panel de compétences c'est plutôt large, je me dis, ouais, mais on n'est pas beaucoup à en parler, ce qui est bien. Mais en même temps, c'est ce que je souhaite. Je dis, et toi, c'est Et puis il y a pareil. une différence entre en parler et l'appliquer dans un coaching, tu vois. Du coup, c'est pareil quand tu donnes du pouvoir aux gens, tu dis, oui, mais s'ils savent tout, ils ont plus besoin de moi. Bah, oui et non. Ils sont autonomes, certes, mais je dis au bout d'un moment, c'est comme un. Toi, c'est pas parce que. Enfin, je prends cet exemple. Admettons, tu veux faire une compétition et tu es toi-même coach. Ça t'empêche pas d'avoir un regard extérieur et de prendre comme un coach. Bien sûr. Voilà. Parce qu'il aura. Et puis surtout, le truc, c'est que c'est pour ça qu'il faut continuer à se développer, en fait. C'est ça. Parce que toi, t'enseignes à des gens et tu les fais monter en compétences. Mais si tu montes en compétences au-dessus, t'es encore au-dessus et tu peux continuer à donner des compétences, en fait, tu vois. C'est ça. Donc, C'est. le problème, c'est des gens qui arrêtent de se développer, arrêtent d'apprendre. Là, ça devient problématique parce que bah, après, tu te retrouves au même niveau que tes élèves et t'as plus rien à donner, quoi. De toute façon, si t'es pas curieux dans ce milieu-là, enfin, dans la vie tout court, hein, la curiosité est une vertu. C'est pas la peine. Pour moi, je veux dire, la vraie école, ça commence à partir du moment où tu quittes le milieu scolaire. C'est bienvenu dans la vie. Il faut se former en permanence. Je veux dire, l'apprentissage Ouais, c'est continu. clair. En plus, c'est ce que Idriss Aberkan, à travers de son livre. Tu connais Idriss Aberkan? Voilà, tu prends des exemples dangereux. À travers son livre, en fait, prône également, c'est l'apprentissage continu. Il a fait un livre où il parle beaucoup de l'éducation. Et je le suis en tout cas beaucoup sur cette direction-là. Mais voilà, Lui, il est passé par des petits trous de souris pour son éducation, d'après ce que j'ai compris. ce n'est pas le sujet du podcast. Moi, je sais, parce que enfin, j'ai été voir en fait, j'ai suivi une de ses conférences. Non, Après, non, mais global. il y a des trucs qu'il fait qui sont très bien. Mais après, moi, je le trouve parfois un petit peu imbu de lui-même, tu vois. Donc ça m'embête un petit peu, tu vois. Parfois, il est un peu hautain, tu vois. Euh, et puis surtout il se repose vachement sur un peu son palmarès. Et puis quand les gens ils ont commencé à regarder ça l'a mis un petit peu mal, quoi. Mais je pense que il- je le vois comme un net positif. Tu vois. Ok. Ouais. Après, je me pense pas assez sur le personnage pour savoir tout. Moi, je pense surtout à l'aspect connaissance qu'il partage. Ouais. Euh, Il parle voilà, très bien, tu vois, par exemple. oui. Et toi également, il a son avis sur beaucoup de sujets, comme en politique, sur plein de choses. Voilà. Où est-ce que je voulais en revenir du coup dans ce podcast? On s'était arrêté à la partie où étaient tes ambitions. C'était quoi le projet Bayesian en fait pour la suite? Et ça m'amène à une autre question d'ailleurs. Est-ce que vous avez pour but à terme, est-ce que Bayesian souhaiterait s'ouvrir à autre chose que Bayesian bodybuilding? Est-ce que la préparation physique plus globale, comme des sports collectifs, choses comme ça, ce serait quelque Bah, chose qui arrivera peut-être un jour? déjà, on s'appelle plus Bayesian Bodybuilding, tu vois. C'est un truc qu'on a abandonné il y a quelques années parce que à cause des connotations, tu vois, associées au bodybuilding. Donc c'est juste Bayesian maintenant. Même s'il y a des gens qui l'appellent encore, tu vois, Bayesian Bodybuilding, mais si tu regardes sur notre branding, sur nos sites, etc., il Ok, y a plus de bodybuilding, tu vois. Euh, et, et ouais, je pense je te dis, il va y avoir un développement des choses avec Bayesian et autour et des choses qu'on peut enseigner, je pense, avec des... En fait, le truc, c'est qu'au début, on voulait pas créer des modules complémentaires à Bayesian. Parce que les gens, ils ont tendance, quand ils voient ça, à penser que Bayesian, c'est pas complet, tu vois. Et hmm, après, tu as d'autres formations qui disent non, mais nous, on intègre tout et tout, machin. Et tu dis, écoute, frère, si tu intègres tout, ton truc, il dure 3 ans et ta formation, elle fait 12 semaines. Donc, il y a un moment où c'est pas possible, tu vois, où ça fonctionne pas. Mais je pense qu'avec une bonne communication par rapport à ça, on va pouvoir rajouter des choses qui vont faire sens aux anciens élèves bayésiennes, qui seraient, tu vois, susceptibles d'être intéressés par moi d'autres le choses premier. complémentaires. Ouais, tu vois, par exemple, toi. Et en fait, sans desservir le produit principal bayésien qui est, tu vois, les bases nécessaires, quoi, entre guillemets. Tu vois, genre pour moi, aujourd'hui, tu veux être coach sportif, il faut que tu comprennes toutes les bases théoriques parce que sinon, tu sais
tu comprends pas en fait ce que tu fais, tu vois. Il y a plein de gens malheureusement qui sortent de formation initiale type BPGEPS, etc. et qui appliquent des trucs, mais en fait ils comprennent pas, tu vois. Ils comprennent pas ce qu'ils font, ils comprennent pas ce que c'est le volume d'entraînement, ils comprennent pas l'importance de la fréquence, la proximité à l'échec. Tout ça, c'est des trucs qu'ils comprennent pas en fait. Mm. Et en fait, eux, ils s'entraînent tête dure et ils ont des résultats et après ils se disent ouais bon bah ok bah c'est ça qui marche en fait, tu vois. Mais en fait, ils savent même pas pourquoi ça marche et ils savent même pas qu'est-ce qui marche en fait dans leur approche. Et ça, c'est problématique pour moi, tu vois. Mm. Peut-être parce qu'on est curieux et que du coup, on veut savoir pourquoi ça marche et pas juste tu vois, appliquer bêtement et se dire, ouais, bah voilà, si je fais exactement la même chose, ça va marcher. Le problème, c'est que parfois, ça marche pas. Parce que tu as des gens qui sont des outsiders, tu as des gens qui ne rentrent pas dans la norme et c'est pour ça que savoir les tenants et les aboutissants, ça te permet pour moi, d'optimiser ton coaching, quoi. Tu vois, moi, demain, admettons, vous venez à dire comme quoi vous sortez, en fait, vous changez rien à la formation de Bayesian, mais vous dites, tiens, on va sortir pas une année complémentaire, mais admettons 3-4 mois de plus supplémentaires pour ceux qui veulent pousser le truc beaucoup plus loin. En fait, je pense notamment à Antoine qui s'intéresse beaucoup plus aujourd'hui à la préparation physique. Prépa physique, ouais. Mm. Euh, je pense que ça parlerait à beaucoup de personnes. Moi, Mm. aujourd'hui, de ma propre pratique, j'ai toujours été passionné de musculation. De toute façon, la musculation, c'est la base de toute préparation physique. Mais ça fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai aussi un peu reconnu mes limitations sur mon potentiel. Et je sais que avoir une shape sec à 80 kilos, peut-être que c'est faisable, hein. Mais je Ça, c'est m'intéresse parce que beaucoup. tu m'as jamais pris en coaching, David, mais ça va venir. Mais Après en le soi, podcast, tu vas m'envoyer un petit mail et je me dis également à quel prix. En fait, ce qui m'intéresse le plus depuis toujours, c'est le fait d'être complet et polyvalent. Moi, la préparation physique, être autant esthétique que explosif, que puissant, que fort, moi, c'est ce que j'aime. Donc, ouais. pour ça, aujourd'hui, je me définis même pas comme juste personal trainer parce que je touche énormément à la préparation physique. Je touche à beaucoup de domaines. Donc, Bah, personal trainer, ça peut être dans toute discipline, hein. hmm. C'est juste que tu fais de l'individualisation et que tu accompagnes une personne, quoi. Je fais même de la préparation mentale. Donc, voilà. Voilà, personal thérapeute, Psychiatre. c'est ça, Écoute, pour situer tout ça, voilà, parce que tu m'as fait divaguer du coup. c'est ma faute. À partir de ce moment-là, donc tu m'as récapitulé ce qui c'est, voilà, tes ambitions, tout ça avant que l'événement dramatique arrive. Comment ça s'est passé en fait cet événement, L'accident en lui-même, l'accident lui-même? dernier saut de la journée, j'avais sauté toute la journée et il y avait Axel Ravinet qu'on devait retrouver. Et je fais, bon, bah, le saut se fait pas et tout, machin. Donc, je me dis, bon, bah, tant pis. Et là, j'entends, ouais, dernier saut et tout, machin. En plus, c'était un saut avec une des championnes du monde, un saut de groupe avec, genre, une douzaine de personnes, deux avions et tout, trop stylé. Et bah, du coup, dernière minute, je fais, bon, bah, ok, vas-y, j'y vais, je monte dans l'avion. Et en fait, euh, tu vois, dans ton sac de parachute, t'as tes commandes en fait qui sont sur tes épaules et t'as un flap qui les protège. Et en fait, mon flap il s'est enlevé et la commande elle est sortie. Et en fait, elle est venue s'enrouler sur mon extracteur. Donc l'extracteur, c'est le petit parachute qui vient ouvrir le gros parachute, tu vois. Ok. Et en gros, quand j'ai voulu ouvrir mon parachute, bah, la commande, elle a retenu en fait le parachute et il n'y a rien qui s'est passé et ça pouvait pas s'ouvrir, tu vois. Donc j'ai utilisé le parachute de secours, parce qu'on a deux parachutes, Dieu merci. Ce qui n'est pas le cas quand tu fais du base jumping ou du wingsuit ou tu vois des trucs comme ça, t'en as que un. Donc si t'arrive ce qui m'est arrivé, bah c'est rideau terminé, on se retrouve dans l'autre monde. Et du coup j'ai ouvert le parachute de secours et vu que j'allais très très vite, parce que j'ai pas du tout été ralenti par le premier parachute. Je me suis pris une méchante claque à l'ouverture. Et du coup, tu vois, ma tête, elle a tapé ma poitrine. Mon épaule, elle est sortie, tu vois. Et ouais, j'étais pas au top, quoi. En plus, sachant que si je dis pas de bêtises, alors j'ai jamais fait de saut en parachute, mais le deuxième parachute t'es pas aussi gros que le premier. Euh, c'est vrai qu'il est plus petit, mais c'est surtout qu'en fait, t'as un espèce de ressort à l'intérieur qui fait que au lieu de sortir du sac et s'ouvrir doucement, alors s'ouvrir doucement, si tu as fait du parachute, tu sais que s'ouvrir doucement, c'est quand même, enfin tu vois, ça tire, tu vois, parce que ça te ralentit très très vite en fait.
Mais le parachute de secours, en fait, il sort et paf, il est directement ouvert, en fait, d'une certaine manière, parce qu'il y a ce truc de ressort qui le fait exploser. Et du coup, en fait, tu passes de 300 km/h à 50 ou 30 km/h en une demi-seconde, en fait, tu vois. Donc, tu te fais éclater, quoi. Prends un gros jet dans la gueule, quoi. Ah ouais, ouais, c'est comme si tu avais une ceinture et que tu vas je sais pas, bah tu vois, genre, je suis passé de 300 à peu près 40, 50. C'est comme si tu prends une voiture avec ta ceinture et que tu 1000. conduis à 200, 250 km/h dans un mur, quoi, tu vois. Je suppose que t'es tombé, enfin, t'es arrivé en bas, t'étais inconscient. Bah écoute, en fait, j'ai perdu connaissance un petit peu à l'ouverture. Tu vois, genre, j'avais les bourdons dans les oreilles, je voyais tout blanc et tout. Et, euh, Et en fait, j'ai vu le sol et c'est là où j'ai repris conscience. Et genre, juste, j'ai regardé le sol, j'ai mis mes jambes et je me suis écrasé dans l'herbe. Et après, genre, j'étais juste dans l'herbe, j'attendais. Enfin, j'essaie de reprendre, tu vois, un peu mes esprits. Et en fait, ils ont pris une voiture et ils sont venus me chercher, tu vois. Est-ce que t'as réagi à ce moment-là que t'avais pris un choc violent? Ouais, de ouf. Le premier truc que je me suis dit, c'est je me suis dit, j'avais tellement mal à l'épaule. Je me suis dit, putain, je vais pas pouvoir m'entraîner, ça y est, c'est fichu et tout. C'est le premier truc, et vraiment le premier truc que je me suis dit quand j'ai commencé à reprendre mes esprits, tu vois. J'étais dégoûté. J'étais dégoûté, ouais. C'était quoi tes premières émotions qui t'ont venues à ce moment-là, si tu t'en rappelles? Je sais pas si tu m'as dit ta Euh, première pensée. ouais, j'étais triste, quoi, tu vois. J'étais triste, genre, je sentais qu'il y avait quelque chose de grave qui était arrivé, tu vois, et que, ouais, j'avais un peu peur, tu vois, un peu peur, triste, ouais, ouais. Tu pensais C'était un pas peu. tu pensais pas que c'était si grave sur le coup ou... Euh, ouais, je pensais pas que c'était aussi grave, tu vois, mais je savais qu'il y avait un truc. Parce qu'en fait, t'as tellement d'adrénaline que tu ressens que, tu vois, genre un dixième de ce que tu vas ressentir plus tard, tu vois. Hmm. Mais, genre, tu sais, quand on te dit dans un accident de voiture, il faut attendre pour voir comment tu te sens. Hmm. Dis-toi, le soir de mon accident, je suis allé en ville, j'ai mangé avec Antoine et Axel et tout, tu vois, genre, et plus ça allait, et plus j'avais mal. Mais dans la nuit, genre, mon corps, il s'est raidi de partout. Le lendemain matin, je pouvais plus bouger, tu vois. Ah Genre, oui, j'étais il y a dans le lit vraiment comme ça, une nuit qui je pouvais s'est... plus bouger, quoi. Il s'est passé une nuit où tout allait... Enfin, je veux dire, où entre-temps, t'as même été au resto, quoi. Bah, le soir, en fait, tu vois. Genre, je suis arrivé et tout, et j'avais des coupures, j'avais mal partout et tout, et j'avais l'épaule, tu vois, qui me faisait super mal, donc tu vois, je l'ai mis comme ça, et, et on s'est dit, et en fait, Axel, il nous attendait, tu vois, donc, euh, genre, j'ai repris mes esprits et tout, et après, on s'est dit, bon, bah, de toute façon, tu vois, niquer pour niquer, allons-y, tu vois, genre, enfin, ça va rien changer, en gros, tu vois. Genre, on ira à l'hôpital faire des images de main et tout, je peux marcher, donc ça va. Et bon, j'étais pas bien, hein, j'avais mal à la tête et tout, machin, etc. Mais quand je suis rentré, tu vois, je commençais à avoir mal partout et je me suis mis au lit et ça s'est empiré dans la nuit, quoi, tu vois. Et le lendemain matin, je te dis, je pouvais pas sortir du lit, quoi. J'étais figé, vraiment. J'avais mal partout, partout, partout. Résultat, globalement, c'est- constat, qu'est-ce que t'as eu de cassé? Physiquement. Alors, j'ai une lésion au niveau de l'épaule, sur le tendon du long biceps. J'ai eu une hernie au niveau des cervicales. Et voilà, en gros. Ok. Ouais, Et après, c'est dans ta tête que ça a cassé aussi, quoi. Sur pas mal de points. ouais, ouais, ouais. Ouais, de Bon, fou. on Ouais. va en parler. Et tu vois, quand tu as parlé d'accident de voiture, moi j'ai attrapé accident de voiture il y a quelques années. C'était pas moi au volant, je précise. Ça serait jamais arrivé sinon. Euh, Dis pas ça, ça peut toujours arriver. C'est pas toujours notre faute. En voiture, c'est ça le problème. là, c'était quand même évitable, hein. Sur le Ok. coup, on sortait de chez moi, on allait à une soirée. Enfin, oui, on allait à une soirée. En plus, mes potes m'avaient préparé mon anniversaire pour le lendemain. Ils m'attendaient sur un stade de foot tous. Moi, j'étais au courant de rien. On prend un virage, vraiment, hein, 500 mètres de chez moi.
Sauf que en face, il y a un fossé. Sauf que en campagne, les fossés, c'est des petits ravins, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ma pote qui a juste son permis, déjà, euh, elle arrive relativement vite dans le virage. Elle était à 30-40 et il y a une voiture qui nous coupe devant. Ça l'a fait enfin, paniquer au lieu de freiner, elle accélère. Et on a foncé du coup dans ce gros fossé. Sur le coup, bah, il y a tous les airbags qui ont explosé et tout. Moi, ça va, j'étais à l'arrière. Lui à ma gauche, qui était son petit frère, je le voyais mort. Il ne bougeait plus. Heureusement Ah pour ouais. lui, enfin, il était juste inconscient sur le coup. Et moi qui étais à l'arrière droit, je me suis dit, en vrai, c'est censé être moi qui prends le moins cher. Bah, c'est moi qui ai pris le plus cher. Sur le coup, ça a été, mais les portes étaient bloquées, de la fumée partout. Pas de douleur. Je demande si tout le monde va bien. On passe par les portes de devant. La voiture a été écrasée. Et j'ai dit, putain, on s'en sort relativement bien. Et c'est au bout d'un quart d'heure, voire peut-être même une demi-heure, que je commence à sentir une douleur au niveau de mes côtes. En fait, je me suis rendu compte plus tard que j'avais des côtes de cassé. Voilà, j'avais tout le cou de brûlé jusqu'au ventre, j'avais l'épaule de déboîté, tout ce que tu veux. Ouais, Euh, c'est ça brûle en fait. Moi, pareil, j'avais tout le cou brûlé, tu sais, par juste la sangle en fait, tu vois. alors que ceux de devant, ils ont eu le nez cassé, tu vois, avec l'airbague. Juste le nez cassé. Attends, le nez cassé, c'est hard hein, quand même. Je me dis, eux, ils étaient devant. Moi, j'étais derrière, tout va bien normalement. Et j'ai eu le réflexe Bah de ouais, mettre mais mes mains t'avais devant moi pour me protéger. Moi, après, mon premier réflexe, ça a été de dire, bah, où est mon téléphone? S'il avait évidemment. volé. Mais bon, enfin voilà, c'était pour dire quand tu dis qu'il y a un délai, sauf que pour ça que enfin, ça m'a étonné quand tu as dit que c'est vraiment la nuit, voire le lendemain, que tu te dis en fait, bah, mon corps il bouge plus. Mhm. Euh, Ouais. ok, suite à ça, donc là tu m'as fait le diagnostic de ce qui t'est arrivé. Comment ça a découlé en fait sur ton quotidien? C'est quoi l'impact que ça a eu les jours Ah, qu'on ça a changé suivi? tout mon lifestyle. Tu vois, je pouvais plus. Déjà, je pouvais pas dormir bien, tu vois, parce que j'avais trop de douleurs, surtout au cou. En fait, le cou, Ouais, j'allais dire c'était vraiment la comment ça t'a galère. affecté, voilà. Donc, tu vois, manque de sommeil chronique, pas bien, clairement. Plus d'entraînement. Euh, Ouais, ça, tu sais, ça a bousculé trop de trucs sur mon quotidien et même sur mon image, sur ma vision de moi-même, sur mon ego et tout, quoi, tu vois. Donc, ça a impacté plein de trucs, hein. Est-ce que ça a impacté ton travail? Euh, Ça n'a pas impacté mon travail parce que je savais ce que je devais faire et tout, mais ça me faisait paniquer sur le futur, quoi. Tu vois. Ok. Je me disais, est-ce que j'ai fait une erreur? À quel point ça va m'impacter par rapport au business qu'on a, quoi. Tu vois. Et en ce qui concerne tes relations, est-ce que ça a impacté également les autres? Ouais, clairement, ça a eu un impact négatif sur ma relation amoureuse de l'époque, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais, il y avait quelqu'un qui fréquentait ta vie? Ok. Ouais, 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 ouais. Ça, Et ça l'a impacté à ouais, quel point? c'est compliqué parce qu'en fait, t'es dans une réelle dépression, tu vois. Et, et moi, j'ai toujours, enfin, tu vois, genre, je me soucie toujours de mon partenaire, ma partenaire, parce que si je dis mon partenaire, les gens ils vont dire, ah ouais, il est gay. De ma La tête partenaire. sexuelle ne regarde que toi. Ouais, ouais, non, non, mais je préface parce que déjà avec Antoine, toutes ces années, on avait le droit à vous êtes gay. J'ai rien contre les gays, hein, mais c'est juste que ça me faisait rire. Il nous inventait des histoires de fous sur les forums. Euh, et ouais, donc ça a impacté ma relation parce que bah, j'avais du mal à être. En fait, quand tu es vraiment mal psychologiquement, bah, t'as du mal à être présent, tu as du mal à communiquer, t'as du mal à plein de trucs, tu vois. Et du coup, ça a affecté ma relation. Euh, Ça l'a ouais. affecté au point que vous vous sépariez ou ça a réussi à tenir quand Non, même? non, non, non. Non, non, mais mais sur le long terme, parce qu'on est resté longtemps ensemble, tu vois, on est resté plus de 6 ans. Je pense que sur le long terme, ça a été un des éléments qui a fait qu'on s'est séparés à la fin, en fait, tu vois. Je Ok. pense qu'il y a eu des blessures qui ont perduré dans le temps à cause de ça, quoi. En fait, ça me parle ce que tu me dis parce que bah, j'ai vécu la même chose d'une certaine manière. Moi, à un moment, on m'a déclaré une maladie. Comme tu le sais, enfin, il me semble que je t'ai dit, je suis épileptique. Mm. Ça Ouais. arrivé il y a quelques années. En fait,
quand t'arrives à un drame dans ta vie, c'est pas que physique. Déjà, et mentalement, émotionnellement, ça va être un choc énorme sur les mois et les années à venir pour se reconstruire. Je sais que moi, j'ai perdu mon estime de moi-même, l'image que j'avais de moi. Je pleurais en regardant le miroir. Alors, je suis quelqu'un qui a une très haute estime de moi-même. J'ai aucun problème avec ça. Et tu te rends compte que la barrière est très fine. Mais surtout, j'imaginais pas l'impact que ça pouvait avoir sur mon entourage. Et t'arrives pas à Hmm. l'expliquer. Et pour la première fois de ma vie, je suis entré dans une réelle dépression de la même chose. J'ai perdu mon premier amour à ce moment-là. J'ai perdu enfin, mes vrais amis, ceux que j'avais depuis plus de 10 ans ou tout ce que tu veux. C'est où tu te rends compte que tu dis, merde, enfin, on a vécu des choses dramatiques quand même, mais à ce point-là, c'est différent. Parce que, en fait, c'est pas qu'ils te jugent, c'est juste qu'ils disent, bah, t'es plus le même. Enfin, ils n'arrivent pas à se mettre à ta place. Et moi, d'un côté, je me suis dit, en fait, pendant longtemps, j'ai dramatisé en me disant que c'était peut-être de ma faute. Et en fait, je me suis dit juste, il y a des gens qui sont pas prêts à accepter ça. Ils Ouais, sont dans alors, une réalité qui est différente de la tienne. ouais, alors là, t'as dit plein de trucs. Je pense que euh, il y a enfin, tu vois, dans le sens où tu t'évolues avec le temps et tu deviens différent, et quand tu as des réalisations et que tu te transformes et tout, tu vas changer. Et tu vas potentiellement changer aussi la manière dont tu traites les gens autour de toi ou des choses comme ça. Ça, il faut faire la différence entre le court terme, tu vois, quand tu es dans le mal et que tu fais des trucs qui sont pas en fait toi, mais en fait, tu es tellement mal. Et en fait, moi, mon problème par rapport à la dépression, c'est que je voulais pas admettre que j'étais en dépression, tu vois. Parce que pour moi, c'était un truc de faible, tu vois. Moi aussi. Genre, en gros, Même chose. bah non, je suis pas en dépression, tu vois. Genre, juste, c'est dur, mais je suis pas en dépression. Euh, et donc, du coup, tu as des réactions, t'as des actions, en fait, qui sont pas toi parce que tu es autant dans le mal, en fait, dans le moment, tu vois. Et là, effectivement, bah, tu peux perdre des gens parce qu'il y a des gens qui vont jamais te pardonner tes actions ou les choses que tu as faites, tu vois. Et c'est une réalité, surtout si ça va toucher des valeurs profondes chez ces personnes-là, tu vois. Mm. Et ça, bah, tu pourras rien le faire. Il faudra que tu prennes tes responsabilités par rapport à ça. Parce que même si tu étais dans le mal, les choses que tu as faites, bah, tu les as faites. Donc, c'est à toi de prendre tes responsabilités par rapport à ça. Après, le changement sur le plus long terme, tu vois, ça te permet aussi de faire le tri sur les vrais amis, tu vois. Les gens qui tu vois, le fait que tu changes de carrière, que tu changes qui tu es, que tu changes d'identité un petit peu par rapport à ce que tu aimes et que tu te détaches de la personne que tu étais avant, c'est là où tu vois les vrais amis qui t'acceptent pour qui tu es vraiment en termes de, encore une fois, je pense, système de valeurs, tu vois. Genre que vous avez les mêmes valeurs communes. Après, ça change rien sur la manière dont tu vis ta vie ou qui peut être différent de la leur, parce que ça peut être très problématique pour certaines personnes, tu vois. Genre, par exemple, t'arrêtes de boire, mais tes potes, ils boivent. Il y a des gens, ils vont faire, bah, c'est trop bien et tout que t'arrêtes de boire et tout, machin. Tu vois, genre, fais ta vie sans boire. Et il y en a d'autres, c'est genre, bah non, on peut plus être potes, tu vois. Genre, on est trop différents. Si tu bois plus, t'es plus des nôtres, en fait, d'une certaine manière, tu vois. Mm. Et c'est là où faut faire attention par rapport à ça. Mais Je ouais, comprends où tu veux en venir. J'ai connu un peu toutes les étapes et ce que j'entends par amis, c'est des vrais amis portant à qui j'ai vécu des drames et particulièrement une relation une personne que je connaissais quand même pendant d'être très proche, mes meilleurs amis depuis 18 ans. ouais. Du jour au lendemain, en fait, pas d'action, juste genre, tiens, bah, si t'as besoin, viens me voir, je suis présent pour toi. Au final, bah, en fait, genre, il disparaît du jour au lendemain, plus de message, plus rien. Tu dis, bah, en fait, au bout de quelques temps, t'admets que t'as besoin d'aide, tu vas vers cette personne-là, vraiment, à 18 ans d'amitié, il t'est arrivé des choses avec elle et tout. Et le jour au lendemain, bah, en fait, ah bah non, en fait, j'ai quelque chose enfin, de prévu, je suis parti. Et en fait, ils réalisent pas l'impact et ils te laissent tomber petit à petit. Ouais, mais après, le truc, il faut aussi le voir via le prisme de cette personne-là aussi, tu vois. Tu sais pas forcément tout, surtout si vous êtes plus trop en contact pendant une période. Tu sais pas non plus qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie. Et après, il y a des trucs, et ça a été difficile pour moi à accepter, mais tu vois, tu as des gens qui sont des amis de long terme et qui ont fait partie de ta vie pendant un moment. Et il faudra accepter que vos chemins, en fait, ils partent dans deux directions opposées. Et ça veut pas du tout dire que ça remet en cause tout ce qui s'est passé, mais parfois il faut faire le deuil, un peu comme une relation amoureuse, tu vois. Genre, tu peux avoir une relation amoureuse pendant de nombreuses années et penser que c'est la personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie, et finalement, la vie fait que c'est pas le cas.
Ça enlève rien à votre histoire. Mais c'est juste que bah, voilà, le temps il est passé, les choses elles ont changé et il faut faire le deuil de ça, que ça soit en amitié ou en amour, quoi. Et c'est pas facile, hein. C'est, je pense, les choses les plus difficiles à vivre dans notre vie, en fait, tu vois, ce genre de choses, Mais en au vrai. final, avec le temps et le recul, tu te dis ça devait arriver et ça t'a appris des leçons enfin, ça t'apprend des leçons précieuses. Et voilà. Enfin, juste pour terminer la parenthèse avec moi, du coup, quand ça m'est arrivé, je sais que, enfin voilà, il y a eu un gros impact personnel sur mes relations, sur mon entourage, mais également sur mes rêves, sur mes projets, sur qui j'étais, voilà. Et j'ai mis des longs temps avant de me reconstruire, mais c'est en allant vers les autres, vers des professionnels de santé, mais également vers d'autres personnes qui ont vécu des drames, que ça m'a aidé. Et j'aimerais savoir, est-ce que toi, de ton côté, comment tu as fait pour surmonter, du coup, et remettre des choses en place dans ta vie qu'on fait qu'en fait, tu as commencé à te reprendre en main? Est-ce que tu as été vers les autres? Est-ce que tu as mis de nouvelles habitudes en place? Comment ça s'est passé? Euh, Bah, je pense que le temps, tu vois, le temps résout un peu tous les problèmes. J'ai un peu changé ma vision par rapport à ma relation amoureuse, tu vois. J'ai mis en place des choses. J'ai fait une thérapie aussi, Ok. tu vois, qui m'a aidé. Euh, Après, il y a plein de choses, tu vois. Et le temps, tu vois, surtout physiquement, tu vois, le temps est nécessaire pour guérir. Après, j'ai remis en question mon approche de la musculation, la manière dont je bougeais. Je me suis reformé sur plein de trucs. J'ai suivi davantage de formations, j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis d'évoluer aussi par rapport à ma vision des choses. Tu vois, tout ça, c'est fou, mais tu vois, moi, voilà, mon produit, c'est la formation bayésienne, mais euh, parce que, en fait, je vois comment ça a impacté ma vie et je vois comment chaque formation que j'ai fait et dans lesquelles je me suis investi dans ma vie ont changé quelque chose dans ma vie, tu vois, et on l'ont amélioré, tu vois. C'est fou, tu vois, mais la manière dont je vois l'entraînement aujourd'hui, c'est parce que je me suis blessé. Sinon, j'aurais pas continué à me former, j'aurais pas rencontré les personnes qui ont fait que j'ai évolué à plein de niveaux, quoi. Je te rejoins totalement dessus. Mm. Est-ce que tu as ressenti le besoin Bah, de... pareil pour toi, par exemple, tu vois. Euh, Oui, Tu vois, tu disais, t'as rencontré Sylvia, t'as rencontré Michael, enfin, tu vois, genre, tous ces trucs-là ont fait que si t'avais pas pris ces décisions à un moment, tu serais pas où t'es aujourd'hui, tu vois. tu vois, l'année où j'ai commencé Bayesian, ma maladie est arrivée à ce moment-là. Mm. J'ai pas passé l'examen dans les meilleures conditions. J'étais dans un mauvais état. Mais je peux pas me plaindre parce que je pense également à Annabella, une autre fille que... Alors, Enfin, j'ai le droit de faire des blagues ou pas? si tu veux. Ou tu vas mal le prendre? Tu t'es endormi pendant l'examen ou pas? Non. Non, ok, Non, non, mais j'étais là sans être là, c'est vraiment compliqué. ok, Mais je pense à Annabella, en fait, une fille que j'ai eu en podcast et également qui a travaillé avec moi dans l'ordre, qui a fait Bayesian. Elle l'a passé de son lit d'hôpital, hein, Bayesian. ok. Voilà. Si tu savais le Ah, nombre mais de ça, personnes qui ont passé leur diplôme, leur examen dans des conditions spéciales, il putain, y a eu mais tout ça, ça, faudrait qu'on les ait pour les. mais son parcours, il est très dur, hein. Ouais. Mais elle s'est accrochée et franchement, moi, Bayesian a été très formateur. En même temps, c'était un peu aussi ma seule route de sortie. Avec la horde qu'on a mis 18 mois à monter. Je veux dire, c'était vraiment, enfin, c'était pas mon, juste sur le coup, c'était mon exutoire, mais c'était surtout, bah, ça s'est transformé surtout en mission de vie. Je me suis dit, sur le coup, c'est la seule chose qui me tient à cœur. En fait, à ce moment-là, je me suis dit, c'est quoi tes rêves dans la vie si demain tu dois crever? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Et tout s'aligne à ça. Et c'est la chose qui m'a permis de me raccrocher et de continuer d'avancer. C'est bien, c'est une bonne vision des choses, Et c'est de pour se ça que poser ce genre de j'ai terminé questions. Bayesian. En fait, je veux reprendre une année. Bah, c'est l'année où vous avez ajouté un chapitre sur le powerlifting, sur la diète vegan, sur tout ça. Et Ouais. je sais à quel point ça m'a tiré vers le haut et je veux continuer. Et tu parles beaucoup en plus Et... de Bayesian sur la théorie, mais pour moi, vous avez quand même beaucoup d'applications pratiques. Ouais, bien sûr. Voilà, ça va quand même très loin, Bayesian, hein. Déjà, pour ceux qui écoutent, qui ne connaisseraient pas, non, allez vous renseigner. Ouais, 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 C'est pas clairement. numéro un pour rien. Rentrer dans notre secte. C'est ça. Et enfin voilà. Et chaque formation que j'ai pu faire derrière, forcément de la même chose. Ça m'a beaucoup apporté, tout comme toi, ça a pu t'aider également.
Ouais. Est-ce que après, enfin du coup, après avoir vécu cet événement, t'as pris après carrément un nouveau, enfin ta vie a pris un nouveau virage, une nouvelle direction, pas professionnelle, mais dans ta tête, c'est la manière d'aborder le monde en fait, hein. Est-ce que tu as eu un autre événement qui arrivait après ça qui t'a bouleversé et qui a eu un impact marquant dans ta vie? Bah, j'ai eu ma séparation, ma séparation amoureuse fin 2022. Ça a clairement été un gros shift dans ma vie parce que ça a tout remis en question, quoi. Donc, ça, c'est vraiment l'événement marquant depuis, quoi. On était en 2017-2018 sur ton accident. Ouais, Là, on est en 2022. Est-ce que tu étais ouais, déjà totalement remis de ce qui s'était arrivé avant? ouais, ouais, je pense, ouais. Ouais, ouais. Et est-ce que la manière dont tu as surmonté cette deuxième épreuve, tu l'as affrontée de la même manière que tu as affronté la première? Non, parce que c'était complètement différent. Euh, ouais, c'était complètement différent pour moi. C'était Ok. pas, il y avait pas ce côté physique. Même si j'ai somatisé vachement, tu vois. J'ai eu des problèmes de santé suite à la séparation et en fait, je somatisais, tu vois, vachement la séparation. Euh, genre des trucs sérieux en plus, tu vois. Genre, je suis carrément, enfin, j'ai fait plein de tests et tout, machin. Et en fait, c'était juste psychologique, quoi. Donc assez fou, mais réel. Euh, et Putain, la plupart de nos problèmes se passent dans notre tête, hein. ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. C'est clair. C'est assez fou la force du mental sur le physique. Et non, mais c'était une période difficile. Et pareil, tu vois, genre, quand t'es dedans, tu te dis non, mais ça va et tout. Et après, un an plus tard, tu te dis putain, mais j'étais au fond du seau, quoi, tu vois. Bah, pour te dire, quand même, j'ai perdu entre 6 et 8 kilos en un mois, tu vois. Putain. Donc, petite sèche surprise. Bah, tu vois, quand on m'a déclaré épileptique, j'ai perdu 11 kilos en quelques mois. Mais en Ouais, fait, de toute façon, le physique, c'est aussi enfin, c'est le reflet de ce qui se passe dans notre tête et dans nos émotions, hein. Euh, ouais, sans doute, ouais. Ouais. c'est, moi, j'ai très mal vécu, hein, de perdre autant de poids, hein. Vraiment, si je me regarde dans le miroir, je sais plus qui j'étais. C'était très très Mm. dur, hein, pour quelqu'un qui a une très haute estime de lui, qui se valorise sans problème. Waouh, tu dis comment? Enfin, hier j'étais là, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Bah, moi, j'étais bien gras, donc c'était un mal pour un bien, on va dire. Mais, euh, mais c'était pas prévu, quoi. C'était pas prévu. Est-ce que tu as eu un C'est clair. déclic qui a fait la différence? Tu t'es peut-être dit, tiens, faut que je plaise à nouveau, ce besoin de Non, conquête. pas du tout. Ah, franchement, j'étais pas du tout, du tout, du tout. Ah, vraiment pas. Non, j'étais pas du tout là-dedans, quoi. Du coup, pas de déclic. C'était vraiment le Non, temps. j'ai même pas date pendant quelques mois, tu vois. J'ai pas date pendant quelques mois. En fait, ma mentalité, c'était con, tu vois. Mais en gros, je me disais, bah, je veux pas me mettre avec une fille qui est pas à la hauteur de mon ex, quoi, tu vois, entre guillemets. Donc déjà, Ah, t'avais mis les ça standards. permettait de, ouais, c'est clair, ça permettait de, de laisser très peu d'options, quoi. C'est quoi là ou les plus grandes leçons que tu as pu tirer de ces événements? Des deux. Des deux. Euh, que le temps guérit tout, quoi, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc, c'est difficile quand tu es dans le mal de le voir, mais en gros, d'être discipliné, de faire les choses que la personne que tu as envie d'être ferait, et tu vois, genre répéter, quoi. Genre, tu sais, genre Atomic Habits, genre 1% de mieux tous les jours. Juste, tu projettes qui tu as envie d'être et qu'est-ce que cette personne elle ferait et t'appliques et genre. Tu fais ça, tu vois, jusqu'à ce que ça se dissipe, jusqu'à ce que ça aille mieux, jusqu'à ce que tu sois la personne que tu avais projetée, tu vois. Et après, vu que c'est comme ils disent en anglais, le goalpost, il va plus loin, c'est-à-dire que tes objectifs, après, ils changent quand surtout si tu as une vision de constante progression. Donc, une fois que tu as la personne que tu as envie d'être, bah, en fait, d'une certaine manière, tu as envie d'être quelqu'un d'autre ou quelqu'un de mieux ou quelque chose comme ça. Donc, tu
tu fais évoluer tes objectifs C'est et bien tu que tu aies kiffes le précisé. process. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ah, vas-y. C'est bien que tu aies précisé qu'est-ce que tu entendais par le temps guérit tout et là que tu développé. Parce que j'allais dire, je suis d'accord sans être d'accord. Il y a des personnes qui restent 20 ans avec leurs problèmes et qui sortiront jamais de ça. J'ai des personnes en tête qui ont vécu des drames et qui sont jamais sorties de ça, alors que j'en connais d'autres qui ont rebondi à une vitesse, tu te dis, mais ils ont vécu vraiment des choses, mais tu te dis, mais je souhaite ça à personne. Et comment ils ont fait pour en arriver aussi loin? Une personne qui a perdu son frère et sa mère le jour au lendemain d'un accident. Un an après, je l'ai vu et il me dit, ça devait arriver enfin, et il est super heureux. Et tu dis, waouh, alors son père s'en est jamais remis. Il a jamais repris de travail, il est en dépression depuis des années. Et donc c'est bien que tu aies pris le temps de développer du coup voilà, en disant comment le temps guérir et tout. C'est déjà Ouais, un mindset. mais ouais, c'est clair, c'est clair. Après, moi, tu vois, encore une fois, comme je te dis, euh, j'ai vraiment du mal avec la victimisation, tu vois, se dire que voilà, c'est pas juste et tout, machin, c'est pas trop mon mindset. Même si, tu vois, je pense qu'on le pense tous à un moment, tu vois. Quand toi, t'as appris pour ta maladie, forcément, t'es passé par une petite période où tu t'es dit, c'est injuste, tu vois, pourquoi moi, etc., tu vois, et c'est des choses qui sont Mm, c'est normal en fait d'avoir ce sentiment. Mais après, c'est combien de temps ça te prend pour sortir de ce sentiment, tu vois. C'est Tu ça. vois, il y a deux types de personnes. Tu as des personnes qui restent là-dedans toute leur vie en fait. Il Et après, faut. tu as des personnes qui disent, OK, t'as cette période de deuil, cette période d'acceptation, et puis après, d'en faire une force ou tu vois, quelque chose. Tu vois, quand l'accident il m'est arrivé, c'était ça, tu vois. J'étais dégoûté, j'étais genre, vas-y, pourquoi moi, ça fait chier et tout, machin. Après, acceptation, ok, c'est arrivé, je suis pas mort, j'aurais pu mourir, tu vois. Donc, tu vois quand même le positif. Et puis après, en faire une force de, bah, ok, bah, tu vois, genre aujourd'hui. Tu vois, c'est une question. Est-ce que si c'était un choix, est-ce que c'est à refaire ou pas, tu vois? C'est dur parce que d'une certaine manière, non, t'as pas envie d'avoir toute cette douleur, t'as pas envie de passer via tous ces trucs et l'impact que ça a eu sur les impacts négatifs que ça a eu. Mais il faut reconnaître que je serais pas la personne que je suis aujourd'hui si c'était pas arrivé, tu vois. C'est marrant, c'est une des questions que Et je vais te poser les après. côtés positifs aussi, quoi. Et je te devance. C'est pour ça que je suis un podcasteur, David. Mais David, juste avant de commencer, j'ai un call qui commence dans 2 minutes. Je ne sais pas si la personne va se présenter ou pas, mais juste, je te le dis, il va falloir que j'aille voir si elle se présente ou pas. ok, pas de souci. Et Si tu veux, pire je peux des me dire cas, si pause. tu veux, ouais, on peut reprendre après. Pas de souci. Voilà. Euh, donc, écoute, pour reprendre, je vais faire une clôture inspirante avec deux questions et après ça, j'aurai 7 questions-réponses à te faire. Allez, Question-réponse, pas besoin de développer, juste. du Alors, rapid fire. voilà. Enfin, si tu veux développer un petit peu, tu peux quand même, mais ça sera en Je fonction de réponds toi. oui ou non ou peut-être. Quel est ton livre préféré? Non, ça sera pas ça, t'inquiète pas. Ok. Je me fous pas de ta gueule, hein, parce que je sais que tu poses ce genre de questions dans ton podcast, c'est très bien Ouais, d'ailleurs. ouais. J'aime bien, moi. C'est juste que les questions ont un rapport avec tout ce qu'on s'est dit. Écoute, pour terminer, j'aimerais savoir si quelqu'un aujourd'hui traversait des épreuves que tu as pu également, enfin, similaires aux tiennes, comme tu as pu le faire, quel conseil est-ce que tu lui donnerais pour pas perdre espoir? Euh, Pas trop, d'en parler, en fait, tu vois, dans un premier temps. Moi, c'est vraiment ce que je fais pas, tu vois. J'ai tendance à me renfermer sur moi-même totalement et m'isoler, tu vois. C'est un peu mon problème parce que j'aime pas demander à l'aide, j'aime pas admettre que je suis pas bien ou tu vois des trucs comme ça. Et ça fait que ralentir le process. Donc aller vers les gens en qui tu as confiance, qui t'aiment, ta famille, tu vois, genre tes vrais amis, etc. Potentiellement faire une thérapie. C'est une personne qui va te pousser à parler, qui va te faire sentir safe. Et puis en plus, c'est pas quelqu'un qui fait partie de ta vie, à moins que tu vois, c'est ça aussi l'avantage de la thérapie, c'est que tu parles avec quelqu'un qui est intelligent, qui va comprendre tes problèmes et qui va t'aider à avancer et en même temps tu peux te confier à lui parce que
parce qu'il va pas te juger en fait. Il est juste là pour t'aider, tu vois, et tu le sais. C'est ouais, c'est une personne neutre, externe et qui est professionnelle. Exactement. Et du coup, si ça se passe pas bien, bah tu peux lui dire salut et t'as aucun remords, quoi, tu vois. Sachant, mais C'est ça aussi, tu vois. c'est pas facile de se montrer vulnérable auprès des autres parce que c'est envoyer une image de soi-même qu'on n'a pas forcément envie de montrer. Et ça demande beaucoup de travail également de faire ça. Je Ouais, sais que là. mais c'est pour ça que faire une thérapie, c'est pas mal parce que tu Hmm, peux être vulnérable à quelqu'un qui connaît personne de tes amis, qui, enfin, tu vois, genre, c'est un peu une boîte secrète en fait, d'une c'est certaine ça. manière, tu vois. Tu te confies, tu as des échanges, et si tu as envie de le jeter comme un Kleenex sale, tu peux aussi, tu vois, d'une certaine manière. Tu as toujours cette possibilité, ça. Hmm, Alors, désolé pour les psychothérapeutes ouais. Bon, après, qui ils s'en nous foutent, ils écoutent, sont mais payés, donc mais non, mais tu vois, ça fait partie du truc, tu vois, c'est ça aussi la force de faire appel à quelqu'un d'extérieur et de neutre. Hmm. Et faut Euh, savoir. Excuse-moi, oui. T'allais dire? non, parce que tu vois, tu peux avoir des actions, tu vois, comme je te le disais, qui, dans ton état dépressif, faire des choses dont tu as honte, tu vois. Hmm. Et bah, admettre des choses dont tu as honte à certaines personnes. Tu vois, je prends l'exemple, mais. Tu sais, c'est genre, ah bah c'est ton meilleur pote, tu lui fais confiance. Ah bah ouais, grave, je lui fais confiance et tout. Ok, bah montre-lui le porno que t'es allé voir la dernière fois alors, tu vois. Ah ouais, non mais quand même, abuse pas, tu vois, pas à ce niveau-là, tu vois. Bah c'est un peu ça, tu vois. C'est-à-dire Hmm. que tu peux te confier à quelqu'un sur plein de points, mais il y a des points où tu auras du mal parce que t'as pas envie de montrer cette part d'ombre que tu as. Forcément, tu vois. Et ça, tu peux le faire avec quelqu'un que tu sais, dont tu Il t'en fous. jugera pas. Entre guillemets, tu t'en fous, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que ce qu'il pense de toi, tu t'en fous. Et même, il Parce que, jugera pas. Et puis, bien sûr. et chose que je veux préciser et que je précise d'ailleurs à chaque podcast parce que c'est un sujet qu'on j'aborde à chaque fois, allez voir un professionnel, un psy, chose comme ça veut pas dire que vous avez un problème forcément. C'est au contraire. Il n'y a pas besoin d'avoir des problèmes de santé ou d'être mal mentalement pour aller voir un psy. C'est juste un professionnel qui t'aide et qui va te donner des clés que d'autres t'apporteront pas parce que c'est son travail. Et même, je pense que tout le monde aura intérêt à aller voir un psy une fois dans sa vie. Euh, Oh, c'est clair. Ça fait pas de Mais tu mal. vois, c'est le même chose pour le coaching, hein. C'est exactement la même chose, hein. Tout ce que je t'ai dit, c'est une analogie du coaching aussi, tu vois. C'est ça. Donc, Et dernière question, écoute, je voulais savoir aujourd'hui, quelles sont les valeurs ou les principes que tu continues à appliquer pour te dépasser chaque jour, qui t'aident au quotidien? C'est compliqué de citer des valeurs. alors, je pense pas que c'est mes valeurs qui me font avancer au quotidien, tu vois. Genre, je pense que les valeurs font la personne que je suis, tu vois. Genre, il y a certains points où voilà, dans la manière dont j'ai envie que les gens me perçoivent, la manière dont moi je veux me comporter dans le monde et avec les autres, et dans mes relations, tu vois. Là, le système de valeurs est important. Après, des espèces de mantras, des choses que j'applique. euh, Et ben, et ben, je vais te dire que je vais pas répondre à ta question, mais Pas de souci. j'invite, bah, je t'invite David et les auditeurs. D'ici la semaine prochaine, je vais annoncer mon nouveau projet qui s'appelle ProCoach. Et que vous pourrez retrouver bah, sur ma bio Insta et sur la page Instagram. Et vous pourrez aller voir sur le site. Et sur le site, euh, dans les RGPD, eh ben, on a une liste en fait de toutes les mantras qui nous tiennent à cœur et qu'on veut Super. transmettre aux gens. Et bah, quand tu le trouveras, tu pourras lire. Il y en a, si je dis pas de bêtises, on a updaté le truc et je crois qu'il y en a 27. Et je peux tu vois, genre, te donner un exemple de choses que chaque semaine je relis, tu vois, en début de semaine et qui me permet d'avancer. C'est quelque chose que Je tu vais t'en relis, ok, donner. fréquemment. Ouais, c'est en fait une liste de choses et que je relis. Euh, alors, le problème, c'est que je les écris en anglais. Donc, c'est pas forcément. C'est pas grave, sinon on Euh, ira les voir. c'est ça. Mais tu vois.
Par exemple, un truc, enfin, tu vois, genre done is better than perfect, tu vois, quelque chose qui est fait est mieux que quelque chose qui est parfait. C'est quelque chose que je me dis constamment. Et tu vois, si je me faisais un tatouage, c'est sans doute un truc que je me faisais. Et c'est un truc qui résonne pas forcément avec tout le monde, mais moi, ça résonne avec moi parce que j'ai tendance à tout vouloir faire, tu vois, de manière parfaite quand je le fais. Et le problème, c'est que ça fait que tu les fais pas, en fait, parce que tu n'atteins jamais le niveau de perfection que tu voudrais. Et ça te ralentit dans ton, dans ton aventure, en fait, tu vois. Et il faut accepter, et c'est pour ça que je me le répète, que parfois, tu vois, quand j'ai ce questionnement, je me force et je me dis, non, Nevin, genre, c'est, c'est suffisamment bien, c'est bon, tu vois. Ça suffit, et en fait, le niveau de perfection que tu vois, il n'y a que toi qui le verras, et personne d'autre, en fait. Et Hmm, du coup, ça a pas d'importance, tu vois. c'est ça. Et, euh, et sur Bayesian, par exemple, il y a plein de fois où on a dû se forcer à faire, bon, bah écoute, on pourrait améliorer le truc, mais là, c'est suffisant, tu vois, parce que sinon, on va passer des jours sur ce truc, alors qu'on a tellement d'autres choses à faire, en fait. Et tu vois, genre, commence avant d'être prêt, c'est un autre truc, tu vois. Genre, si tu attends d'être prêt pour commencer quelque chose, tu seras jamais prêt, en fait. Pourquoi tu Tu commences vois, jamais? par exemple, lancer ton podcast. Si tu dis, bah, ok, bah, quel logiciel, quel mic, quelle carte son, mais comment je vais l'uploader? Non, genre, commence, tu vois. Genre, commence avec ce que tu as, fais ce que tu peux, fais le minimum nécessaire et après, tu le fais évoluer avec le temps, quoi. Oh, j'ai fait mieux que ça, hein. Pendant longtemps, je refusais de le lancer parce que je dis, ouais, tant que j'ai pas mes studios et que je peux pas faire du présentiel, je ne le fais pas. Mais tu vois, c'est exactement ça, en fait. C'est vrai? Et c'est vraiment problématique parce qu'en fait, tu as un projet que tu pourrais faire, mais tu te limites pour un truc qui est bête, en fait. Parce que le truc en présentiel, tu pourras le faire quand tu pourras. Hmm. Et ça sera une évolution ou ça sera quelque chose en plus, tu vois. Mais pourquoi pas commencer maintenant, en fait? Ça t'enlève rien aux idées La et à ce valeur que tu veux ajoutée est faire. là et c'est le principal. C'est ça. Bouge pas, 30 secondes, il y a mon chat qui me rate depuis une demi-heure par la fenêtre là. Vas-y. Et en vrai, ils disent qu'il faut faire 27 podcasts pour, euh, pour que ça soit un truc qui dure dans le temps. Donc si tu fais moins de 27 podcasts, c'est que t'as pas fait le travail nécessaire pour que ton podcast il fonctionne. 27? Il sort d'où ce chiffre? 27. Je crois Je que sais c'était plus, mais passer les 20 non, non. podcasts, on fait partie du top 1%. Je crois que c'est Spotify qui a montré ça et c'était genre 27 épisodes ou un truc comme ça. Eh ben écoute, j'espère les dépasser. Let's go. Avec des invités, généralement, c'est pas très compliqué non plus. C'est pas de Ah, ça l'impro. demande du taf. Ça demande du taf, hein. Voilà. Les gens, ils s'en rendent pas compte, hein. Mais c'est du Écoute, temps, de l'organisation. écoute, on vient de. Je te remercie déjà de m'avoir partagé tout ça et d'avoir partagé tout ça avec tout le monde. C'est une culture plutôt inspirante déjà que tu as fait. Même si tu nous as redirigé vers ta page, c'est un coup de pub aussi, c'est bien. J'aimerais terminer avec cette Ah, c'est question. surtout qu'elles sont bien et que, tu vois, genre là, je peux te les dire, alors que si Oui. tu vas sur le site internet, tu les auras, tu peux les copier-coller, te les dire chaque début de semaine aussi. Et ce qui est pas plus mal. C'est pas mal. Et je vais terminer avec cette question-réponse, dont une que tu as déjà répondu. Je vais les lire. Attends, David, tu sais quoi, on va faire un truc. Toutes les personnes qui ont écouté jusqu'à ce moment du podcast et qui sont allées, enfin, ou qui veulent le lien direct vers le truc, qui nous envoient un message et on les redirigera directement pour qu'ils gagnent du temps. Avec plaisir. Ça te Je dit? t'avoue qu'on aurait eu plus de 15 minutes, je t'aurais demandé un peu plus de questions sur ton projet, mais vu qu'il n'est pas encore sorti, tant pis. Ouais, prochaine. Une prochaine fois. Écoute, première question. Si tu n'avais pas réussi à te relever après tout ce que tu as vécu, après les deux événements que tu nous as partagés, qu'est-ce qui seront, enfin, selon toi, aurait été le plus grand regret de ta vie? Bah tu sais, de pas t'accomplir en fait. Ça aurait été vraiment ça, tu vois. Genre, ça, moi, c'est un truc qui me motive ma vie, c'est d'essayer d'avoir le moins de regrets possible, tu vois. Les gens qui disent, ouais, moi, je veux zéro regret, je pense que personne n'a zéro regret, tu vois. T'as Bon, forcément des trucs que t'aurais fait différemment, je pense en rencontre une mais fois sur ton lit de mort, si tu y arrives, ouais, que là, tu fais un peu ouais. la liste. Et d'ailleurs, c'est une Mais question que j'ai ouais, posée. Oui, mais ouais, mon but, c'est d'avoir le moins de regrets possible, ouais. ok. Et du coup, tu vois, si je m'étais pas relevé, et que j'étais resté une merde, bah. Clairement, après, je me suis dit, bah, j'ai déconné, tu vois. Genre, j'aurais pu faire mieux que ça, quoi. C'est d'ailleurs une question que j'ai posée à mon grand-père quand il était à l'hôpital. C'est cette question. Pour savoir est-ce qu'il avait des regrets dans sa vie. Il m'a dit non. Et du coup, j'étais content.
bah, qu'il n'en est pas. Mais il n'est pas mort, hein, il va bien. Je précise. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un rêve que tu portais au fond de toi avant toutes ces épreuves que tu n'as pas encore réalisé? Et si tu avais la possibilité de le faire maintenant, qu'est-ce que ça serait? C'est d'aller au Mentawai en Indonésie pour surfer, qui sont un groupe de d'îles où le surf est absolument incroyable. Et, euh, et si tout se passe bien, ça sera un rêve que je devrais réaliser l'année prochaine. Et pour l'anecdote, quand j'ai ouvert mon tout premier site dans mon à propos, c'était littéralement dans mon truc, c'était genre je rêve un jour d'aller surfer au Mentawai, tu vois. Super. Et ça, c'était 2015. Et je l'ai toujours pas fait. Et ben on sera là pour le podcast après, après l'avoir réalisé. Troisième question, si tu pouvais revenir dans le passé, changer quelque chose qui s'est passé, c'est la question que tu m'as répondu tout à l'heure, est-ce que tu le ferais? Mais moi je vais ajouter quelque chose, c'est Il y a des choses que j'aurais. J'ai quelques regrets, tu vois. Il y a quelque chose que j'aurais changé, mais, mais pourquoi? je l'accepte, tu vois. Pourquoi ou pourquoi pas en fait tu le changerais? Des actions, en fait, tu vois, qui ont pu heurter des personnes à qui je tenais, tu vois. Surtout, je pense. Ok. Mm. J'enchaîne, hein. Je rebondis depuis le début, mais en fait le but c'est pas que je rebondisse derrière sur ces questions-là. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus de valeur pour toi? Si tu devais tout perdre à nouveau, quelle est la seule chose que tu voudrais garder? Le savoir, la connaissance, forcément, tu vois. Même si je perds tout à partir du moment où j'ai encore mes capacités cérébrales, tu vois, je pourrais tout recommencer ou faire différemment. Si tu pouvais parler à ton toi du passé, juste avant que ces événements arrivent, qu'est-ce que tu te dirais? Quel message, en gros, est-ce que tu voudrais te faire passer? Hmm. C'est pas toujours facile, hein. Ouais, je dirais accepter de parler, accepter de demander à l'aide, sans doute, ouais. Avant-dernière question, qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui, en regardant tout le chemin que tu as parcouru? Je pense ma résilience en vrai, tu vois. Genre, tu vois, par exemple, ces deux événements, le fait d'avoir bien rebondi, etc., c'est quelque chose qui me rend fier quand même aujourd'hui. Tu vois, de me dire, bah, tu vois, j'ai fait ce qu'il fallait et j'ai réussi à rebondir de ça et pas me laisser euh, emporter dans la dépression, la mélancolie, enfin tout ça, quoi. T'es passé par la dépression et t'as réussi à t'en sortir. Ouais, Tu vois ouais, clairement. Ouais, une valeur, la résilience. ouais, ouais, C'est c'est bien, marrant ouais. parce que beaucoup de personnes disent oui, c'est une valeur que tout le monde a. Non, tout le monde ne l'a pas, cette résilience. Il faut le vivre pour Hmm. s'en rendre compte. Ouais, je pense, ouais. Je pense. Après, il y a des gens qui ont des vies plus difficiles que nous, il y a des gens qui ont Hmm, des vies plus faciles que nous, tu vois, c'est toujours difficile. Et puis, comme tu disais, la manière dont ça t'impacte, c'est différent d'une personne à l'autre, quoi. Donc, c'est ça. hmm. Dernière question, si tu devais laisser un seul message aux auditeurs, quelque chose que tu aurais aimé entendre au moment où tu étais au plus bas, qu'est-ce que ça serait? Ça va passer. Merci, Nevin. Merci, David. Écoute, je Non, te mais en vrai, remercie. tu vois, genre Non, ça va passer, quoi. c'était pas une mauvaise réponse, hein. Ouais. Y a pas de. Ouais, je sais, je sais. Écoute, je te remercie d'avoir pris j'ai même pas le temps du podcast, en tout cas tout ce temps avec moi pour faire cet Pas loin des épisode. 2 heures, en vrai, hein. Ça fait 2 heures? Pas loin, je pense. Ah oui, si, 13 heures. Si, ça fait 1h50, ouais. Ouais, Écoute, super. J'aimerais juste te demander une dernière chose. Est-ce que ouais. tu aurais un prochain invité à me conseiller qui aurait vécu des événements dramatiques dans sa vie ou Hmm. un parcours inspirant? Qu'est-ce que j'ai en tête? Si t'as personne qui te vient tout de suite, tu pourras le partager par message, c'est pas un souci.
Ouais, je te le partagerai par message. Oui, Je Minette, pense bah, que mon chat je monte sur pourrais, la ouais. table, c'est la fin du podcast. Ça y est. C'est de l'amour. C'est ça, à chaque fois, elle me fait le C'est coup. prends soin de moi maintenant. Exactement. Ok, bah écoute, tu pourras me l'envoyer par message, il n'y a pas de Ouais, souci. carrément, ouais. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose dans ce podcast que j'ai pas posé? Euh, Non, je pense que on a parlé de pas mal de trucs. Non, je pense que c'était bien. Chat noir, t'as pas peur Une des tache blanche sous le maléfices? cou. Ah, ok, d'accord, ça va alors. Ça change tout. Écoute, super. Je te garde pas après que je coupe l'enregistrement. Donc, à moins qu'il y ait un sujet que tu voulais Ça aborder, marche. mais tu m'as dit que tu avais un Non, rendez-vous. et il faut que j'ai mon Google Ads Manager à Voilà. gérer là. Donc, écoute, Non, bah, je t'ai déjà dit merci. Donc, je te remercie à nouveau. Je te souhaite une bonne soirée parce qu'il y a 6 heures de Ça décalage marche, avec ici. Et, ça euh, marche. et je te dis à la prochaine. Donc, le podcast sortira d'ici 15 jours. Je t'enverrai un message juste avant. Top, bah n'hésite pas. Merci à Salut toi. David, Bonne ciao soirée. ciao. Bye.